Ok, alors bonjour tout le monde, mesdames et messieurs, chers collègues, bienvenue dans cette table ronde un petit peu spéciale, puisqu'elle a un format hybride, donc comme vous allez pouvoir le constater, on a un panel ici d'intervenants et d'intervenantes, ici à l'UNIL, donc sur le campus de Dorigny, alors que le public est en ligne sur Zoom. C'est un format un peu nouveau auquel peut-être il va falloir s'adapter par les temps qui courent. Donc avant de commencer et attaquer le vif du sujet, je m'appelle Augustin Franière, je travaille au Centre interdisciplinaire de durabilité, ici à l'Université de Lausanne. Et j'aimerais peut-être rappeler un tout petit peu les règles du jeu pour ce webinaire. Donc, premièrement, comme vous l'avez vu à l'écran tout à l'heure, merci de garder vos caméras et vos micros éteints. Ça permet de dégager un peu de bande passante. N'utilisez le chat que pour nous transmettre des questions, des commentaires, pas pour, en tout cas, le chat public, pas pour discuter entre vous, parce que sinon, ça va être beaucoup plus difficile pour nous de faire la part des choses entre ce qui est juste des commentaires en passant et ce qui est des questions que vous voulez qu'on retransmette à l'écran. Parce que les questions, en tout cas dans un premier temps, n'auront lieu que via le chat. Simplement parce que c'est beaucoup plus facile techniquement et au niveau de la gestion des questions. Donc écrivez-les dans le chat. Moi, quelqu'un va me les retransmettre et je pourrai les lire à l'écran ou les résumer à l'écran. Faites bien attention que vous posez les questions peut-être aussi à ce que votre nom apparaisse afin qu'on sache qui parle. Et puis enfin, cet événement est enregistré et il sera mis à disposition probablement sur UNIL TV dans les jours qui viennent. Alors ceci étant dit, voilà, on peut attaquer le sujet qui nous occupe aujourd'hui, à savoir l'implication des chercheurs, chercheuses et des scientifiques en général dans le débat public. Et on aimerait en particulier bien décrypter un petit peu les enjeux qui entourent la notion d'engagement aujourd'hui. Donc ce débat s'inscrit, je tiens à le préciser, dans une réflexion à plus long terme qui a été lancée par la direction de l'Université de Lausanne. Il y a un groupe de travail qui se penche sur ces questions. Et puis ce débat, c'est un petit peu le lancement de ces réflexions au niveau de la communauté universitaire et même au-delà. Donc, les sujets d'actualité en ce moment ne manquent pas, des sujets dans lesquels il y a des membres de la communauté scientifique qui s'engagent activement. Donc on peut penser aux problèmes environnementaux, aux questions sanitaires, avec un exemple évident en ce moment avec la crise du Covid-19, ou aussi des enjeux sociaux, tels que les questions d'équité de genre, de racisme, de justice en général. Et pour ce débat, on va partir du principe que l'engagement, qu'on utilise le terme engagement, c'est quelque chose qui va au-delà du rôle d'un simple rôle passif de la part des chercheurs et des chercheuses. Un rôle passif qui consisterait simplement à de temps en temps répondre à des sollicitations qui viennent de la société civile, des demandes d'expertise ou ce genre de choses. Donc l'engagement pour nous, enfin tel qu'on peut le définir, mais ça sera peut-être aussi une question dans les débats qui vont suivre, demande plutôt une prise de position active de la part des scientifiques dans le débat public sur un certain nombre de questions. Mais dire que l'on a un rôle actif ouvre sur tout un continuum et une série de positions possibles qui vont de la communication active autour d'un consensus scientifique, qui nous semblerait par exemple trop peu pris en compte dans le débat, ou des positions dans la prise de décision politique. Mais ça peut, à l'autre bout du continuum, aussi correspondre à des positions beaucoup plus militantes qui visent à promouvoir activement des positions politiques, justement. Donc le panel d'aujourd'hui, j'espère, reflète assez bien cette diversité de positions et de points de vue sur cette question de l'engagement. Alors il y a aujourd'hui, je pense, un consensus relativement bien établi sur le fait que le monde scientifique a un rôle à jouer dans le débat de société. Dans la loi sur l'Université de Lausanne, par exemple, on trouve que parmi les missions de l'université, il y a notamment favoriser le développement de la vie intellectuelle et la diffusion de la culture, mais aussi exercer une fonction de service en faveur de la collectivité et stimuler le débat de société. On trouve aussi, notamment dans la charte de l'Université de Lausanne, que, ouvrez les guillemets, l'UNIL est animée par la volonté de servir la communauté pour contribuer à son rayonnement scientifique, culturel, économique et politique. Elle agit en interaction avec son environnement social. Alors plutôt que la participation ou non du monde scientifique au débat de société, je pense que la question qui se pose de manière très forte aujourd'hui,
c'est autour des modalités de cette participation. Et c'est là que de différents points de vue, en particulier, peuvent se développer. Donc aujourd'hui, on aimerait répondre à 3 questions principalement, ce qui n'empêche pas d'en aborder d'autres, bien sûr. La question principale, qui est aussi le titre de cette table ronde, c'est quel est le rôle des chercheurs ou chercheuses dans le débat public? Et là, comme je l'ai mentionné, il y a tout ce continuum de positions et de points de vue qui existe. Deuxième question, lorsqu'il y a une pratique de l'engagement, est-ce qu'il y a un engagement de la part des chercheurs? Est-ce que cet engagement a un impact sur les pratiques de recherche ou non? Et puis troisième question, quel est le rôle des institutions scientifiques, en l'occurrence ici de l'université, sur cette question de l'engagement? Donc, on va commencer tout de suite par cette première question, qui est la question titre, et la question du rôle des chercheuses et des chercheurs dans le débat public, par un témoignage d'un chercheur de l'université de Neuchâtel, qui est ici avec nous, et puis qui a une pratique de l'engagement, comme il va vous l'expliquer. Après ce témoignage d'une vingtaine de minutes, on aura 5 chercheuses et chercheurs de l'université qui vont aussi partager avec nous notre point de vue. Alors je me tourne maintenant vers Alexandre Eby. Alexandre Eby, de l'université de Neuchâtel, a une formation d'entomologiste appliquée. Il travaille depuis de nombreuses années sur la lutte biologique comme un des outils pour lutter contre les ravageurs de culture. Et après avoir travaillé 5 ans à l'agroscope, où il était responsable de l'évaluation des risques environnementaux dans le cadre de l'homologation des agents de lutte biologique, il a été nommé MER, puis professeur titulaire à l'université de Neuchâtel. Donc, il dirige actuellement des projets de recherche visant à documenter l'impact des pesticides sur l'environnement et à mieux cerner ce que signifie avoir une posture engagée en tant que chercheur. Donc, Alexandre, il faut le noter, est aussi apiculteur et s'efforce de partager ses connaissances avec les membres des sociétés apicoles locales. Alors, avant de lui céder la parole, je précise juste que si vous avez des questions qui sont suscitées par la présentation d'Alexandre, on va, après sa présentation, juste prendre quelques minutes très rapides pour des questions de clarification et de compréhension, mais on va garder les questions qui touchent au fond du débat pour un tout petit peu plus tard. Donc je vous remercie de ne poser que des questions courtes et rapides de clarification. Et sur ce, je passe la parole à Alexandre Eby, merci, qui va sortir à sa présentation un PowerPoint, si tout marche bien. Merci M. Pranière pour cette introduction et merci pour cette invitation à Lausanne. J'ai l'impression de venir du bout du monde en cette période de fin de semi-confinement. Je ne sais pas si ma présentation est à l'écran pour nos auditeurs. Elle l'est maintenant. Donc, j'ai décidé d'intituler ma présentation « Doit-on avoir peur de l'activisme ?» Une question qui me préoccupe après une publication qu'on a sortie en 2017 dans la prestigieuse revue Science. On a décidé de profiter d'une collection de miel du monde entier qu'on avait sous la main pour l'analyser, pour utiliser les abeilles et le miel comme échantillonneurs, comme sondeurs dans l'environnement. Une idée toute bête, j'allais dire. On a simplement pris des miels, on les a simplement analysés au laboratoire et le but était de sortir des cartes pour faire une espèce de panorama des infections, des contaminations de ces miels par ces néonicotinoïdes. Les néonicotinoïdes sont des pesticides de synthèse utilisés pour lutter contre les ravageurs et ça fait une vingtaine d'années qu'ils sont critiqués par la communauté scientifique car ils ont des effets collatéraux sur les abeilles, les pollinisateurs et d'autres organismes dans d'autres compartiments des écosystèmes. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est un petit peu une aventure. C'est une aventure qui a commencé par quelques premières analyses. C'est une aventure, vous voyez, qui m'a donné des sueurs froides. C'est une aventure qui m'a fait me repositionner par rapport à ma posture de chercheur. J'étais chercheur en biologie, certes en biologie, ethnologie, donc on mélange sciences sociales et sciences de l'environnement. Et là, tout d'un coup, au fur et à mesure de nos analyses, on voyait dans nos tableaux Excel, on voyait que les résultats étaient assez alarmants. On voyait que la majorité des miels du monde étaient contaminés par des néonicotinoïdes à des concentrations inquiétantes. Et là, les plus observateurs d'entre vous verront que mon microscope est un peu bizarre, il se transforme en micro en fait. Et on a réalisé, c'est peut-être une partie des gouttes de sueur qui perlent sur mon front, on a réalisé qu'il fallait sortir de notre tour d'ivoire, qu'il fallait parler, qu'il fallait communiquer, qu'il fallait dire les choses qu'on était en train de découvrir dans notre laboratoire. Quelques mots rapides sur nos résultats. Donc c'est effrayant. Donc vous avez des miels qui viennent du monde entier, 200 échantillons environ qui représentent le monde. C'est ambitieux comme projet. Avec une majorité des échantillons qui sont contaminés. On avait 75% de nos échantillons qui étaient positifs pour au moins une de ces molécules de néonicotinoïdes.
On en a analysé 5. Ce qu'on voit aussi sur cette image, c'est qu'il n'y a pas une région du monde qui est complètement épargnée par ces molécules, donc c'est problématique. Et ce qu'on voit aussi sur cette image, alors on voit peut-être que les compositions des néonicotinoïdes qu'on trouve dans ces miels diffèrent d'une région à l'autre. Il y a une coloration locale en fonction des usages de ces molécules dans différentes régions du monde, en fonction de leurs homologations, en fonction des cultures en place dans ces différentes régions. En bas à gauche, vous avez une figure qui montre le nombre de néonicotinoïdes, de molécules individuelles qu'on trouve dans un échantillon de miel. Et là, par contre, ça nous a effrayés. On voyait qu'environ 10% de nos échantillons contenaient 4 voire 5 de ces molécules en même temps. Et une chose qu'il faut savoir, quand on est un peu spécialiste de ces procédures d'homologation, on sait que les firmes, lorsqu'elles doivent déposer une demande d'homologation de ces produits phytosanitaires, elles doivent décrire les risques potentiels de ces molécules pour l'environnement. En aucun cas, elles doivent appréhender l'effet cocktail de ces molécules, donc ce que fait 5 molécules ensemble pour une abeille qui va les ingurgiter pendant l'hiver quand elle mange son miel. Donc c'est inquiétant. Une autre chose dont je vais parler rapidement, c'est les concentrations de nos néonicotinoïdes dans nos différents miels. Et on s'est rendu compte malheureusement que les concentrations de ces molécules étaient complètement de leurs rangs de concentration qui sont connus depuis 20 ans de recherche sur le sujet pour être problématiques pour la santé des abeilles. Mais par contre, rassurez-vous, les miels sont toujours propres à la consommation parce qu'apparemment, les concentrations qu'on a trouvées seraient bien au-dessous des seuils tolérables pour la santé humaine. Forcément, une telle étude, un peu coup de poing, qui sort des graphes assez percutants et assez parlants, a reçu un certain nombre de critiques, des critiques scientifiques qui font partie du métier de chercheur. Donc c'était avec plaisir qu'on les recevait, c'était avec plaisir qu'on pouvait y répondre à différentes étapes de cette publication, pendant la procédure de review par exemple. Mais par contre, il y a des critiques qui sont arrivées sur nos écrans, qui sont arrivés à nos oreilles dans les corridors, dans des interactions avec des collègues, des critiques qui sont fondées sur une certaine vision de l'activisme. Je vais vous parler d'activisme, l'activisme comme un système de conduite qui vise à un changement politique, un changement social, donc quelque chose qu'on peut considérer comme étant assez noble, mais vous allez voir que cet activisme prend une connotation un petit peu plus négative dans la bouche de certains collègues, qui, je ne sais malheureusement pas qui sont ces collègues, parce qu'ils ont signé un blog qui était anonyme, mais je pense que c'est des gens, c'est des producteurs, des utilisateurs, ou des gens qui font l'éloge de ces produits phytosanitaires. En tout cas, c'est des gens qui apparemment n'étaient pas très contents de notre publication, parce que notre publication à peine sortie, il y a un blog qui a décidé d'en faire un article. Et vous voyez ici une critique qui critique le premier auteur et le dernier auteur de cette étude, comme étant des activistes, en fait, des activistes parce qu'on avait eu l'outrecuidance, selon eux, de signer une lettre qu'ils qualifient de lettre activiste, pour essayer de demander une restriction, une interdiction de ces molécules, de ces néonicotinoïdes. Donc en fait, tout simplement, ça fait 20 ans, je vous l'ai dit, qu'il y a de la recherche qui montre l'effet de ces molécules sur l'environnement, sur les abeilles en particulier. Et depuis 20 ans, la communauté scientifique a un peu ignoré. Et du coup, on s'est dit, un peu naïvement peut-être, qu'on allait écrire une lettre ensemble et qu'on allait faire un appel pour interdire ces néonicotinoïdes. Et cet appel, en fait, aussi critiqué soit-il, a aussi fait une publication dans Science, cette prestigieuse revue. Mais Science, le journal lui-même, considéré par les scientifiques comme étant le Graal absolu, on publie dans Science, on a fait un joli truc de notre carrière. Science est lui-même considéré par ces gens-là comme étant un allié sympathisant de ces scientifiques activistes qui veulent interdire ces molécules. Donc là, ça fait un peu réfléchir. On se dit, mais c'est dans quel monde on vit? Alors, on avait lu quelques livres, les livres de Rachel Carson, par exemple. On savait qu'on entrait sur un terrain difficile, qu'on entrait sur un terrain politique. On s'était préparé, mais on ne pensait pas qu'après 20 ans d'études sur les néonicotinoïdes, il y avait encore des gens qui allaient essayer de démonter cette espèce de consensus scientifique qu'on était en train d'obtenir. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, je suis aussi socio-anthropologue, donc j'ai décidé de mettre ma casquette de socio-anthropologue pour aller et essayer de documenter ce qui se passait par rapport à un terrain qui s'offrait à moi. J'avais publié, tout d'un coup on était très présent dans les médias, on était pas mal sollicités, et du coup on était aussi pas mal en contact avec mes collègues dans une faculté des sciences. Là vous avez une image de la faculté des sciences de l'Uni de Neuchâtel, une faculté des sciences qui, comme il se doit, repose sur un savoir scientifique dont les rouages tournent quand même pas mal autour du nombre de publications et de l'endroit où on publie nos résultats scientifiques. Une faculté des sciences qui
qui peut-être peut avoir l'air d'une tour d'ivoire pour le grand public. Hein. Les petites choses que vous voyez en bas, ce n'est pas des petites fourmis, mais c'est le grand public, c'est des gens qui veulent avoir des avis d'experts, des avis éclairés, on l'espère, sur des sujets de société. Et vous savez peut-être que les néonicotinoïdes sont des molécules parmi les plus connues du grand public. Vous allez dans la rue, vous demandez aux gens de citer des noms de molécules, ils vont vous sortir néoniques, néonicotinoïdes, glyphosate, ce genre de choses. Donc ça fait partie de ces molécules porte-parole. Eh bien, il y a tout un public qui veut avoir des informations sur ces molécules, et vous allez voir que l'université n'est pas toujours très encline à donner ces informations sur des sujets qui sont hautement politiques. Au moment où on publiait ce papier dans Science, on était à quelques mois d'une votation européenne pour décider si oui ou non 3 de ces néonicotinoïdes allaient être interdits après un moratoire qui a duré quelques années. Donc un moment chaud, un moment crucial pour les abeilles, pour les apiculteurs, pour l'environnement et pour les chercheurs. Donc, du coup, mon terrain a consisté à faire de l'auto-observation. Alors là, vous avez une image un peu caricaturale qui met en scène mes collègues de l'Université de Neuchâtel qui sont ennuyés, qui bâillent, qui sont passablement, je vais dire emmerdés, ça ne se dit pas tellement, mais passablement embêtés par ma posture très médiatique. Je tiens à dire que je ne veux pas généraliser. Ce que je vais raconter, ça n'implique pas tous les chercheurs, mais j'ai l'impression que ça implique un certain nombre de chercheurs et ça démontre quand même un sentiment de timidité de ces chercheurs par rapport à un engagement. Parce que vous l'imaginez bien, je prenais position, là vous me voyez en apiculteur en train de donner une interview, c'est presque du réel, ça s'est presque passé comme ça. Et bien évidemment, quand les journalistes nous posaient la question, mais alors ces néonicotinoïdes, M. Ebi, est-ce qu'il faut les interdire? Eh bien ma réponse était oui, il faut absolument les interdire. Et au gré de mes pérégrinations dans cette aventure, je rencontrais des collègues, je leur parlais de mes études, je leur parlais de mes interactions avec des journalistes, je leur parlais de mes décisions, de comment gérer toutes ces choses-là. Je leur parlais de mes modalités de chercheur engagé, comment je faisais dans mon laboratoire ou dans les studios d'enregistrement de la RTS, comment je faisais pour essayer de faire bouger la cause qui me tenait à cœur, qui me tient toujours à cœur. Et voilà quelques citations de collègues glanées au gré des couloirs. Un collègue nous disait « Nous ne sommes pas politiques, nous ne sommes pas des activistes, nous sommes des scientifiques. Nous devons faire une science, mais de la bonne façon. » Vous voyez ici le mot activiste qui revient, hein, le mot activiste qui avait une connotation très négative dans la bouche de nos opposants. Et là, ce mot arrive aussi dans la bouche des gens qui ne sont pas nos opposants, dans la bouche de nos collègues qui font peut-être une espèce d'amalgame. Vous allez voir tout à l'heure que j'essaie peut-être de proposer une façon de nous en distancer. Pour rester crédible, en aucun cas un chercheur ne doit être assimilé à des activistes. Alex, tu es un funambule, si tu fais un pas de côté, tu seras discrédité, tu risques d'être considéré comme un militant. Et enfin, le chercheur doit rester dans sa tour d'ivoire pour faire de la bonne recherche. Donc à cette étape, je m'étais dit, bon, il y a un chemin à faire, je suis dans ma tour d'ivoire, il faut que j'aille vers une posture de chercheur engagé, il faut que je m'empare de ce micro, il faut que je transforme mon microscope en microphone pour pouvoir prendre une parole publique. Au début, on pensait que l'industrie allait s'acharner avec cette espèce de robot, de nous couper la chic, de nous faire tomber, de nous discréditer. Je me suis rendu compte que l'industrie n'a même pas besoin d'utiliser son ciseau, parce qu'il y avait quand même une posture dans la tête des chercheurs, une timidité à l'engagement. On avait une espèce de terreau qui était propice à des attaques de l'industrie. Il suffisait que l'industrie dise « attention, vous ressemblez à des militants » pour voir un petit peu, en tout cas une partie de la communauté universitaire se refroidir un petit peu. Ça, c'était la partie vécue, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez que je suis plein d'émotions, j'ai chaud, j'en parle et ça me préoccupe. Une des choses que je tiens à dire, c'est qu'un chercheur peut avoir des émotions, un chercheur peut entrer dans son sujet, un chercheur peut défendre son sujet avec ses tripes. Mais la question, doit-on avoir peur de l'activisme? Je pense qu'il faut aussi l'aborder d'une autre façon. Il y a une façon de l'aborder qui est une façon qui vient de l'histoire des sciences. Naomi Oreskes, une professeure aux États-Unis, a beaucoup étudié ce genre de situation. Elle a étudié la carrière de ce genre de controverses. Elle a étudié l'amiante, les pesticides, les perturbateurs endocriniens et j'en passe. Et ce qu'elle a vu, c'est que l'histoire montre que le fait d'adopter un rôle public ne nuit pas à la crédibilité du scientifique impliqué. Alors là, on a des grands noms, hein, on a Einstein, Bohr, on a Bethe, on a des grands physiciens. Mais c'est des grands physiciens qui se sont quand même opposés à des choses fondamentalement énormes, la prolifération nucléaire à des fins d'armement. Et ces gens-là ont pris position assez rapidement dans leur carrière pour montrer que c'était une mauvaise idée et du coup, ils ont pris une posture très publique. Un autre élément intéressant, c'est cette notion de scientifique sentinelle.
Pour Naomi Oreskes, et je partage complètement cette prise de position, c'est la responsabilité des chercheurs de jouer le rôle de sentinelle parce qu'on a accès à de l'information, on a accès aux outils, on a accès au savoir-faire, on a les laboratoires, on a parfois les équipes aussi pour mener ce genre de recherche. Mais les scientifiques sentinelles ont parfois des réticences, on est somme toute assez mal équipés pour communiquer nos résultats, on est peut-être bien équipés pour avoir des résultats dans nos laboratoires, mais les communiquer, c'est encore une autre chose. Des cours de communication scientifique seraient peut-être intéressants dans les universités. C'est difficile aussi de ne pas mélanger émotion et science. Il y a cette idée que si on mélange émotion et science, du coup, c'est plus de la science, du coup, c'est plus valable. Et il y a bien évidemment des craintes pour sa carrière. Si on s'engage, si on signe la pétition de Troyes, on pourrait être éventuellement mal vu par la hiérarchie. Pour moi, il est urgent de se réapproprier le terme activiste, parce que l'activisme est une cause, c'est une façon de travailler assez noble quelque part. Et je pense qu'il y a moyen de définir une recherche activiste, engagée, impliquée, concernée. Il y a pas mal de façons de parler des modalités de recherche qu'on souhaite, dans lesquelles on souhaite s'engager. Moi, j'aime bien cette idée de redorer le blason d'une recherche activiste, mais ça ne veut pas dire que j'y tiens mon ridicus. Je pense que c'est intéressant d'en débattre tout à l'heure pour voir justement jusqu'où on peut aller. Pour mener une recherche activiste, il faut savoir faire la différence entre un chercheur engagé et un chercheur neutre. Ce n'est pas toujours évident. On peut être engagé dans une volonté de dénonciation sans être forcément impliqué directement dans le phénomène qu'on étudie. Et on peut aussi chercher à adopter une attitude de neutralité tout en étant impliqué. Donc ce n'est pas évident. Vous voyez que là, on réfère à des notions presque du vécu, presque des notions d'auto-inspection. En socio-anthropologie, on aime bien parler de la notion de vide sac. Quand on commence un travail de recherche, on essaie de vider son sac, on essaie de définir les préjugés, les présupposés qu'on a en tête, on essaie de réfléchir aux sources d'informations qu'on a pour avancer, pour aller de l'avant, et on essaie de réfléchir à qui on est pour parler de ces questions importantes. Une autre question à se poser, c'est la question de la crédibilité. Ce n'est pas toujours évident. Crédibilité suspecte d'un travail scientifique lorsque l'on sait que le chercheur est impliqué. Je suis chercheur travaillant sur les pesticides et je suis apiculteur, donc je suis impliqué, donc ce n'est pas toujours évident. Et la crédibilité en question du travail d'un chercheur qui ne serait pas assez impliqué et auquel on pourrait dénier une connaissance suffisante du terrain. Donc là, de nouveau, il y a une espèce de fil sur lequel on doit manœuvrer pour essayer de trouver le chemin juste par rapport à notre sujet d'étude. Et je pense que c'est particulièrement important pour la communauté de chercheurs. Souvent, les chercheurs sont des gens qui ont un métier passion, comme j'aime le définir, qui nous fait nous impliquer pour notre sujet de diverses façons. Ça peut être des façons professionnelles, mais ça peut aussi être par le biais des loisirs, typiquement pour un apiculteur, chercheur, comme je le suis. Un autre ingrédient serait d'oser faire un pas de côté. Dans un contexte de changement climatique et de destruction écologique, un contexte de crise, on vit de multiples crises en ce moment, il faut questionner le rôle de la science et de la production de connaissances. Il faut trouver une nouvelle façon de faire de la science pour appréhender les problèmes actuels qui ne peuvent pas être résolus pour une approche scientifique pure et dure et rationnelle. À mon avis, il faut oser sortir de la tour d'ivoire, se prononcer, s'impliquer, quitte à mobiliser des choses pour lesquelles on n'est pas forcément toujours formé, avec des choses où on n'est pas toujours à l'aise. Et là, je parle des médias, je parle peut-être d'outils juridiques, je parle peut-être d'outils politiques comme des interpellations parlementaires. Et je pense que c'est notre rôle, si on est détenteur d'une certaine connaissance et que 20 ans de recherche ne suffisent pas à faire adopter nos résultats par le monde politique, c'est peut-être notre rôle de faire ce pas de côté pour essayer d'aller plus loin, essayer de faire changer les choses. Il y a un autre type de recherche, la recherche transformative que j'aime bien, un concept dessinant les contours d'un nouveau rôle de la science, une science qui va au-delà de nos observations et de nos analyses pour agir comme catalyseur d'un changement social. Si vous reprenez ma définition de l'activisme que j'ai donnée tout à l'heure, on se rend compte que si on met une recherche activiste à la place de recherche transformative, on a un petit peu la même essence. Donc à mon avis, mon appel, c'est qu'on essaye de se réapproprier ce terme de recherche engagée, activiste, transformative, pour essayer d'en faire quelque chose, pour répondre à notre mission d'universitaire. Vous avez entendu comme moi que la mission de chercheur engagé faisait partie peut-être de l'ADN de ce que font les universités. Et pour cela, il faut avoir une certaine rigueur scientifique. Alors là, ça va presque sans dire, je ne l'ai pas mis dans ma diapositive, mais une attention aux méthodes, une attention à ne pas surinterpréter nos résultats, une attention à
à être rigoureux, à citer nos sources et toutes ces choses qui font qu'on est un bon chercheur. Mais il y a aussi une rigueur politique qui est importante à avoir, être informé des enjeux politiques, être capable de nuancer ses propos en fonction du contexte. J'ai vu quand même pas mal de chercheurs autour de moi qui travaillaient sur les néonicotinoïdes, qui travaillaient sur les pesticides, peut-être parce que c'est sexy, peut-être parce que c'est percutant, peut-être parce qu'on peut publier des gros papiers. Et j'ai vu quelques collègues qui se lançaient dans ce genre d'études, juste pour ces raisons-là, sans réfléchir au contexte politique de ces études. Et un autre point qui est important, c'est la nécessité d'accepter le fait que la production de connaissances est politiquement, culturellement et historiquement située. Il faut réaliser que chaque recherche est une action politique impactée par des relations de pouvoir parfois inégales, et donc essayer de lutter contre cette espèce de chimère qui veut que la recherche doit être apolitique, doit être complètement neutre. On fait une recherche qui a des implications politiques, donc autant l'assumer et autant assumer le fait qu'on a une recherche politique, parce que les gens qui font de la recherche pour le bien de l'industrie, eux jouent le jeu de la carte de la science, de la scientificité, mais ils jouent aussi le jeu de la politique pour faire avancer leurs connaissances auprès des décideurs. Malheureusement, la communauté universitaire a tendance à décourager l'engagement académique. Ses membres sont amenés à penser que l'engagement universitaire n'est pas leur rôle principal, que ce genre de travail n'est pas récompensé, qu'ils risquent même de compromettre leur carrière universitaire. Des raisons pour lesquelles j'ai obtenu ces témoignages de timidité face à mon engagement ou à notre engagement témoignent, à mon avis, ce genre de choses. Au début de cette procédure, on se regardait avec mes collègues, on se demandait si on allait être attaqué par l'industrie, on se demandait si on allait recevoir des remontrances de la hiérarchie. Il n'y a pas eu tout ça, ou il n'y a pas eu tout ça comme dans les caricatures qu'on peut parfois lire, mais il y a quand même eu un sentiment qu'on faisait quelque chose d'atypique. Et je pense que l'université pourrait, par exemple, soutenir ce genre de démarche. Peut-être qu'on pourrait valoriser les prises de parole, on peut valoriser les prises de position dans des débats, dans les réseaux sociaux, auprès des médias, au même titre qu'on doit valoriser les publications et la quantité d'argent qu'on amène à notre institution. Et pour moi, il y a encore des valeurs fondamentales qu'il faut mobiliser. La première est la justice sociale. Les chercheurs ont une obligation morale de tisser des liens entre les objectifs universitaires et le bien public, en s'emparant de problématiques actuelles et sociétales pour répondre justement aux sollicitations du public, et peut-être aussi pour justifier de l'utilisation de cet argent public pour financer nos recherches. Et enfin, et je terminerai presque là-dessus, une autre valeur fondamentale est la notion de citoyenneté. Les universitaires doivent être capables de ne pas séparer le rôle d'expert et le rôle de citoyen. Ces deux composantes doivent devenir indissociables. Alors ça, c'est un point dont on va sûrement débattre tout à l'heure, parce qu'on a des incitations parfois de nos hiérarchies d'essayer de séparer les choses. On peut signer des lettres à condition qu'on les signe en tant que citoyen, mais on ne peut pas les signer en engageant notre institution, ce qui peut paraître normal, mais je disais tout à l'heure que nos métiers sont des métiers passion, hein, on est chercheur par passion peut-être, et du coup, quand on est chercheur par passion, à mon avis, c'est peut-être une garantie de bon fonctionnement que d'essayer de justement ne pas dissocier ces deux choses-là et essayer de parler aussi avec les choses qu'on vit tous les jours. Donc ma réponse à la question « Doit-on avoir peur de l'activisme ?» est non, nous ne devrions, à mon avis, pas avoir peur de l'activisme. J'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps, Monsieur Frénière. Très bien, non, c'est parfait. Magnifique. Merci beaucoup, Alexandre, pour ce témoignage et ces réflexions très riches où il a été question de timidité de l'engagement, mais aussi de crédibilité de la recherche scientifique, de responsabilité des chercheurs qui doivent assumer un rôle, selon vous, de sentinelle ou de lanceur d'alerte, et finalement de citoyenneté. J'aimerais quand même juste poser une petite question quant à votre parcours personnel, hein, parce que c'est sur ces notes-là que votre témoignage a commencé. Vous avez quand même une double formation en biologie et en anthropologie. Est-ce que le fait d'avoir justement une partie de votre formation qui est en sciences plutôt naturelles, l'autre en sciences humaines, a été un facteur favorable au développement de cette activité militante, ou est-ce que vous pensez que ça n'a pas particulièrement de rôle à jouer ? Alors ça a complètement un rôle à jouer. J'ai cette liberté de pouvoir faire de la recherche des deux côtés, donc être socio-anthropologue, pouvoir être réflexif par rapport à mon engagement m'a complètement encouragé à me positionner. Et pour aller plus loin, je pense qu'il y a même des cultures d'engagement qui diffèrent d'une faculté à l'autre, en tout cas à l'université de Neuchâtel.
avec une faculté des sciences dont j'ai brossé un portrait assez timide comme ça, mais il ne faut pas généraliser encore une fois. Et à cela s'opposait une posture très encourageante de la faculté des lettres et sciences humaines, de l'Institut d'ethnologie, qui me poussait et qui me disait non, mais là tu vas pas assez loin, tu dois faire ce pas de plus, tout en étant rigoureux, tout en étant juste dans mes démarches. Donc oui, une double formation qui m'a aidé à avancer. Un jour avec des collègues, on réfléchissait aux ingrédients qui fait qu'on s'engage ou pas. Un des ingrédients était l'ancienneté académique, un poste stabilisé favorise l'engagement. Un autre ingrédient était l'interdisciplinarité. Un chercheur interdisciplinaire a aussi plus de laisser-passer à s'engager s'il est justement issu de plusieurs disciplines. D'accord, merci. On a une question qui est arrivée sur le chat et puis que je vais rapidement retransmettre, mais s'il vous plaît, essayez de rester bref dans la réponse aussi. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Donc, ça commence par des remerciements. Merci pour votre excellente présentation. Comme vous l'avez bien montré, les scientifiques, lorsqu'ils s'engagent, sont souvent qualifiés d'activistes par des détracteurs qui sont souvent intéressés eux-mêmes. Toi qui travailles pour les industries, qui sont en général menacées par les prises de position de certains scientifiques sur certains sujets. Mais à lire les travaux de Naomi Oreskes, que vous mentionnez, ces détracteurs de la science sont eux-mêmes des lobbyistes acharnés. Alors, qui travaillent souvent avec des moyens financiers que les scientifiques, eux, n'ont pas. Et qui sont donc, eux aussi, à leur façon, des activistes. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas également répondre à ces détracteurs sur ce point? Pourquoi est-ce que les scientifiques n'auraient pas le droit de s'exprimer sur des questions fondamentales de société, alors que les industriels, eux, ne s'en privent pas, en tout cas les lobbyistes, au profit de l'industrie? Oui, c'est Antoine Guisan qui pose la question. Pour moi, c'est au cœur du sujet. On a deux postures de chercheurs différentes. Les chercheurs de l'industrie qui se permettent, qui ont beaucoup de financement, qui ont beaucoup souvent de liens directs avec les décideurs. On a les lobbyistes à Berne qui vont travailler les politiciens au moment des votations. Et je ne connais aucun chercheur qui a une carte de lobbyiste pour aller en parler à la salle des pas perdus pour parler de ses recherches. Et je pense que c'est important de pouvoir jouer le même jeu, en fait. Et malheureusement, on ne joue pas à armes égales. Bruno Latour a pas mal écrit sur le sujet, mais la bataille ne se livre pas à armes égales. On a des côtés des gens qui ont beaucoup de moyens, de l'autre côté des gens qui ont peu de moyens, des gens qui ont beaucoup d'interactions avec les politiques et des gens qui n'en ont quasi pas. Et là derrière, on a une difficulté supplémentaire qui est que la posture générale de la science se veut être apolitique. Donc on est censé rester apolitique et ne pas s'immiscer dans le débat public, alors que les opposants ont tous les moyens, les leviers pour avoir une posture très politique, mais qui est bien souvent cachée, en fait. Et c'est là le problème. Merci, excellent. Donc je propose qu'on aille un petit peu de l'avant et puis qu'on continue à creuser un petit peu ces questions autour du rôle des chercheuses et des chercheurs dans le débat public, notamment aussi le fait que toute chercheuse ou tout chercheur a plusieurs casquettes lorsqu'il intervient dans la prise de décision politique ou dans le débat public. On peut le faire en tant qu'expert, donc en répondant à une question bien précise. On peut le faire en tant que chercheur ou chercheuse qui apporte ses propres questions de recherche et ses façons d'y répondre. Et puis on peut aussi simplement intervenir dans le débat de société en tant que simple citoyen ou simple citoyenne. Donc j'aimerais commencer par donner la parole à nos autres intervenants. Donc, on va commencer par Valérie Dacremont et Oriane Sarrazin, qui ont toutes deux, comme Alexandre Réby d'ailleurs, une pratique de l'engagement à côté de leur activité de recherche. Donc, Valérie Dacremont est médecin épidémiologiste spécialisée en maladies infectieuses et tropicales et professeure à l'Université de Lausanne. Elle est responsable de la santé numérique et globale à Unisanté, donc au CHUV, et a également travaillé comme experte pour l'OMS. Elle dirige actuellement des projets de recherche visant à améliorer la prise en charge des patients fébriles vivant dans les pays à ressources limitées en utilisant des algorithmes d'aide à la décision clinique, et ce également dans le but d'améliorer la surveillance des maladies et la détection des épidémies. Et puis à côté de toutes ces activités-là, elle milite aussi auprès de Greenpeace, de Doctors for Extinction Rebellion, et fait également partie des engagés pour la santé. Alors merci d'être avec nous Valérie. Et puis Oriane Sarrazin, qui est juste à côté d'elle. Oriane Sarrazin est maître assistante en psychologie sociale à l'Université de Lausanne. Dans ses recherches et enseignements, elle se penche sur les antécédents des attitudes sociopolitiques, donc par exemple le sexisme ou le racisme. Et puis depuis plusieurs années, elle examine en particulier les facteurs individuels et collectifs qui mènent les individus à se comporter de manière écologique ou non.
Donc ces mêmes thèmes, elle les aborde aussi dans son engagement politique, notamment parce qu'elle est conseillère communale. Alors, je vais d'abord passer la parole à Valérie, puis ensuite à Oriane. Merci beaucoup, Monsieur Franière. Bonjour à tous. Alors, contrairement au professeur Ebi qui vient de nous raconter son histoire très intéressante et impressionnante, le lien entre ma recherche et mon engagement n'est pas aussi direct. Il est beaucoup plus indirect parce qu'effectivement, mon focus de recherche, c'est vraiment trouver des nouvelles solutions d'intervention de santé dans les pays du Sud pour diminuer le nombre d'enfants et d'adultes, mais surtout d'enfants qui meurent. Et d'un autre côté, mon engagement est pour demander d'intervenir sur le problème climatique, diminuer notre impact sur le réchauffement pour éviter l'impact sur la santé. Donc on voit qu'il y a des liens clairs, mais je ne fais pas de la recherche spécifiquement sur le climat, par exemple. Alors, ce qui s'est passé concrètement pour moi, c'est qu'en travaillant dans les pays du Sud, j'ai commencé à voir très rapidement les eaux qui montaient, des îles où j'allais qui se retrouvaient sous l'eau, des villages qui n'arrivaient plus à s'en sortir, les récoltes des paysans perturbées par un climat qui était plus du tout comme d'habitude. Au début, je me disais, oui, on dit toujours que c'est différent maintenant qu'autrefois. Mais finalement, en m'intéressant à tout ça, je me suis aperçue qu'effectivement, il y avait vraiment des effets du climat. J'ai commencé à lire des articles dans mon domaine, des articles dans le domaine du climat, les rapports, etc. D'une manière, comme j'ai l'habitude de faire dans mon métier, c'est-à-dire comme une scientifique qui observe, qui regarde ce qui se passe, qui se pose des questions et qui aimerait comprendre. Donc, j'ai fait finalement mon travail et mon attitude habituelle. Mais là, c'est sûr que c'était aussi rempli d'émotions et d'intuition de voir tout ce qui se passait. Et il y a un moment où ça a un peu percuté dans ma tête entre le cerveau analytique qui voyait vraiment ces effets dévastateurs du climat et mon cerveau intuitif qui dit non mais là il y a un problème, là c'est plus possible, on court à la catastrophe, je peux plus continuer à ignorer cette réalité. Il y a vraiment une dissonance cognitive qui s'est créée dans ma tête, en particulier parce que quand j'étais avec mes collègues africains, j'arrivais plus à les regarder dans les yeux. Je me disais, je suis dans un pays riche, j'amène des interventions de santé, mon gouvernement, des fondations me donnent plein d'argent pour essayer de diminuer cette mortalité en Afrique. Mais d'un autre côté, j'ai un impact carbone qui est à peu près 20 fois celui de mon collègue qui travaille au Sénégal dans un petit village. Et donc, je suis en train de le tuer et tuer les enfants de son village par cette empreinte carbone complètement démentielle, alors que lui, il n'y peut rien du tout avec son 1 tonne de carbone par année contre 20 pour moi. Donc là, ça allait plus, je me sentais plus bien. Je me dis, il faut qu'il y ait un moyen de réconcilier ces deux choses dans ma tête et ces deux réalités et de faits scientifiques aussi qui allaient plus du tout ensemble. Donc d'un côté, sur le plan scientifique, j'ai contacté le centre de durabilité. J'ai dit, il faut que je comprenne aussi quel impact nos projets de recherche en Afrique ont potentiellement sur le climat, parce qu'on sait très bien que la santé digitale peut être catastrophique sur le plan énergétique et donc sur les émissions de carbone. Donc on doit absolument se poser des questions là-dessus. Donc, j'ai commencé une collaboration avec Pascal Schwab et le professeur Suren Eckermann de l'Institut de dynamique en surface terrestre, qui vont faire des analyses de cycle de vie sur nos projets pour vraiment voir d'où viendraient les impacts bénéfiques ou négatifs par rapport au climat. Mais d'un autre côté, en sachant tout ça, je trouvais même non éthique de ne pas m'engager. Je ne pouvais pas fermer les yeux sur ce que j'observais. Je regardais mes propres données, je voyais que la mortalité infantile, qui est clairement liée à la malnutrition, alors qu'elle avait baissé pendant tellement d'années, est en train de remonter, parce que pour la première fois, la malnutrition repart dans l'autre sens. Que la malaria contre laquelle on lutte, les chercheurs et tout le monde, depuis 20 ans, avait diminué de moitié et que maintenant, pour la première fois, c'est aussi en train de repartir dans l'autre sens, en rapport avec beaucoup de choses, mais en grande partie le climat. Donc, j'avais plutôt l'impression que si je disais rien et je faisais rien et que je m'engageais pas, ça aurait été même pas éthique, en fait. Il faut dire que je viens d'une discipline où la différence entre l'engagement, l'opinion, des choses plus subjectives et l'objectif sont moins séparés peut-être que dans d'autres disciplines, comme tu l'as dit avant, entre sciences dures et sciences sociales. La médecine est évidemment à l'interface entre les deux.
Et les émotions sont là tout de suite quand je supervise mes jeunes chercheurs sur le terrain et qu'on a un enfant qui meurt dans nos bras ce jour-là, qui était inclus dans notre étude. Je veux dire, on ne peut pas rester neutre par rapport à ça, c'est impossible. On a l'habitude de se positionner, on va se battre pour nos patients et essayer de faire quelque chose. De même, en santé globale, quand on travaille dans les pays du tiers-monde, comme on disait avant, les ressources limitées, comme on dit maintenant pour être plus politiquement correct, on est tout de suite embarqué dans des engagements. On ne peut pas rester neutre. On a tout de suite les problèmes de qui prend les décisions. Est-ce que c'est influencé par nos pays du Nord? Est-ce que les pays africains, les gouvernements peuvent avoir une certaine souveraineté dans leurs décisions? Moi, le responsable malaria Tanzanie me demande mon avis. Comme chercheur, mais je suis bien obligée de lui dire non, je crois que tu dois décider ce qui est le meilleur pour ton pays et pas en fonction de ce que te disent les grands donateurs. Enfin, on est tout de suite pris, on ne peut pas rester neutre, c'est absolument impossible. Et quand j'y réfléchis, je crois que c'est vrai dans la science en général, puisque quand on écrit un article scientifique, en tout cas c'est ce que j'essaye de vraiment transmettre aussi à mes jeunes collègues avec qui je travaille, on doit faire très attention, bien sûr, de séparer les résultats, ce qu'on observe, et toujours dire dans l'article, voilà ce qu'on a observé, et distinguer ça de l'interprétation qu'on en fait. Et on va dire, OK, on a observé ça, et je leur dis toujours, attention, là, tu es en train de faire une interprétation, il faut que tu mettes ça dans la section discussion et pas dans la section résultat. Donc, on fait ça tout le temps en science. Donc, je pense que par rapport au militantisme et à l'engagement, c'est exactement la même chose. J'essaye, quand je parle ou que je suis interviewée ou que je discute avec des collègues, de d'abord et préciser, voilà, ça c'est ce que j'ai constaté objectivement, voilà les prédicteurs cliniques de la mortalité de ces enfants, par exemple la malnutrition due à un manque de nourriture lié au climat, voilà une constatation objective. Et après, on nous demande de trouver une solution concrète. Ben alors, on va faire quoi maintenant ? Il faut diminuer le réchauffement climatique pour qu'il y ait de nouveau des cultures et que ces enfants puissent être nourris. Et si je pense qu'on ne s'engage pas et on ne donne pas une solution, on nous demande de le faire. J'ai été confrontée à ça, en fait, très concrètement, puisque j'ai été très investie dans cette épidémie maintenant de Covid-19, où on était en lien avec nos autorités pour prendre des décisions, on était interpellés comme experts, etc. On a travaillé en très bonne discussion, mais évidemment, quand on sentait que de l'autre côté, il y avait un biais, qu'il y avait un refus de voir l'évidence ou qu'on devait insister, eh bien, c'est vrai qu'il y a des moments où on a dû passer du côté un peu plus militant, d'écrire des lettres, etc., pour convaincre. Et quand on voit qu'on est entendu, eh bien, on peut se relaxer et être à nouveau dans une posture plus d'expert. Donc, je crois que par rapport à la question, est-ce que les chercheurs qui sont engagés auraient un biais dans leurs études, dans leurs recherches, je me demande si c'est pas plutôt en face qu'il faut chercher le biais. Alors ça mériterait une étude en soi de voir si effectivement un biais. Il semble que dans l'histoire, ça montrerait plutôt le contraire, ce qui m'étonne pas beaucoup puisque les biais dans la recherche sont plus liés à chercher à avoir des avantages personnels, ce qui n'est pas la caractéristique des militants qui essayent de défendre une cause qui les dépasse un peu. Mais je pense que le biais est plutôt quand des autorités refusent de lire les rapports qu'elles ont elles-mêmes produits par leur propre groupe scientifique, ou des multinationales qui ne veulent pas entendre l'évidence ou qui ne veulent pas même respecter parfois la loi. Et je crois que c'est là où du coup, le biais se trouve plutôt de l'autre côté que de notre côté de chercheurs, et on est obligé d'intervenir. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Donc, je relève l'idée de la nécessité éthique de l'engagement, mais aussi de différences peut-être entre différentes disciplines, dont certaines sont d'emblée beaucoup plus engagées sur le terrain déjà et en contact avec les problèmes de terrain que d'autres. Donc, on va passer la parole maintenant à Oriane Sarrazin qui va nous livrer son point de vue sur la question. Oui, alors bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Oriane Sarrazin, je suis chercheuse en psychologie sociale. Juste 2-3 mots sur ma discipline, il n'y a pas toujours tout le monde qui connaît. Donc, en fait, c'est comprendre comment ce que nous pensons, ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours, comment on se définit, comment on se voit, est influencé non seulement par des facteurs qui sont purement à nous, mais aussi par les autres, largement définis, tous les groupes auxquels on appartient, notre pays, notre quartier, notre famille, etc.
Donc voilà, moi ça fait 15 ans que je travaille dans ce domaine et plus le temps passe, plus je ressens le besoin de m'engager. Donc on peut dire que mes recherches en fait ont précédé mon engagement. Donc comme Monsieur Franière l'a dit au début, j'ai un engagement politique, mais je milite aussi à l'interne de mon université, notamment de mon institut, pour essayer de persuader mes collègues de réfléchir à leur mobilité et que aller à New York pour présenter 12 minutes, ça vaut peut-être pas la peine de le faire, en tout cas pas toutes les années. Donc voilà. Et pourquoi j'en suis arrivée là ? En fait, je travaille vraiment sur les attitudes socio-politiques. Comment on prend une décision par rapport à une thématique ? Pourquoi est-ce que la personne A, elle est plus sexiste, plus raciste, plus écologique, entre guillemets, que la personne B ? Déjà, essayer de comprendre les différences, mais surtout essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que la personne, elle va changer d'attitude. Ça, c'est vraiment le domaine de l'influence sociale dans lequel je travaille. Donc, par exemple, comment est-ce qu'on peut faire pour que les gens, en fait, ils se comportent de manière plus écologique, qui réduisent leur empreinte carbone, etc. Donc voilà, plus je travaille là-dedans, en fait, moi, ce que ça me fait remarquer en tant que psychologue, c'est plus je remarque en fait toutes les barrières au comportement humain. Et comme je viens du domaine de la psychologie, on réfléchit avant tout à l'individu. Même si on prend en compte le groupe, on réfléchit à l'individu. Et toute la psychologie de l'environnement, en fait, comme elle s'est construite, comme je la connais, maintenant ça fait plusieurs années que je travaille là-dedans, il y a une posture qui est assez individualisante. En fait, c'est l'individu qui doit changer son comportement. Ça, on le sait, si on veut diminuer notre empreinte, il faut qu'on change notre comportement. Mais il y avait toujours une focalisation sur l'individuel, en fait. Parce que l'individu, il a telle valeur, parce qu'il pense comme ça, parce qu'il pense qu'il n'a pas de contrôle sur la situation, il va pas faire d'efforts, etc. Ce qui est vrai. Mais après, il y a tout ce qui est autour. Et moi, en tant que psychologue social, qui est arrivé un peu complètement par hasard dans mon parcours de carrière, ça peut-être qu'on pourra aussi en parler d'une manière ou d'une autre, mais on vit quand même des grandes précarités dans nos parcours, dans nos carrières, ce qui fait que je suis arrivée vraiment complètement par hasard sur l'écologie. Je ne travaillais pas du tout sur cette thématique. J'avais besoin d'un poste. C'est un projet qui avait l'air super intéressant. Voilà, j'ai dit oui. Et ça a complètement changé ma vision des choses. Un peu comme Valérie Dacremont l'a dit avant. Tu vois, c'est un peu le destin qui nous amène à ça. Mais voilà. Donc moi, je suis arrivée avec ce regard très social, d'influence de comment se construit l'attitude, de comment une affiche politique, par exemple, j'ai travaillé dessus avant, comment une affiche politique, elle peut nous convaincre, comment elle peut raviver nos peurs, pourquoi est-ce qu'elle nous touche pas, au contraire. Puis je me suis dit vraiment, il faut qu'on réfléchisse vraiment comme ça. Quelles sont les sources d'influence en fait sur notre comportement écologique et tous ces derniers mois aussi en lien avec la crise du Covid, j'ai commencé à réfléchir beaucoup à comment on voit le phénomène, comment on voit le changement climatique, comment ça va nous influencer et surtout comment on nous le présente. Et c'est là que je pense que ça m'a fait beaucoup réfléchir, notamment aussi avec tout ce que Naomi Oreskes, qui a déjà été cité plusieurs fois, a fait. Et on sait en fait quand un phénomène il est très loin dans notre tête, qu'il est représenté de manière abstraite. Donc là, je parle vraiment de la cognition, de comment on réfléchit dans notre tête. Je suis pas en train de parler de ah non, moi le climat ça m'intéresse pas, c'est quelque chose qui me concerne pas, mais c'est vraiment comment on le voit dans notre tête. Quand c'est quelque chose d'un peu ah ouais, c'est tout le temps dans les médias, on en parle au boulot, les gens ils en parlent, mais bon, dans ma vie quotidienne, là je vois pas trop, en tout cas en Europe, je vois pas trop ce que ça me change, à part que des fois je peux pas skier autant que je veux. En fait, comment est construit le discours, notamment quand on remet en question le discours scientifique. On sait qu'il y a quand même un consensus assez fort sur le fait que le climat change et que la cause, c'est l'humain, c'est pas le hasard ou les glaciations ou je ne sais quoi. Quand quelques voix minoritaires, mais avec assez peut-être de puissance, de connexion ou de visibilité, parce que finalement, sans critiquer les médias, je pense qu'ils font quand même un bon travail. Il y a aussi des fois des personnes avec un certain discours qui ont beaucoup de place médiatique. Voilà. Et ça crée le doute. Alors ça, tout le monde le connaît. Mais après, je me suis posé vraiment la question en tant que psychologue, et il y a de la littérature là-dessus, de voir en fait que certaines positions, ça va faire que nous, en tant qu'individus dans notre vie tous les jours, alors qu'on ne se rend pas du tout compte, on va commencer à moins se préoccuper du climat, ou encore moins que d'habitude. Donc voilà, toute la construction du discours autour des objets, mais on pourrait parler aussi d'autres, comme le racisme, sur lequel j'ai travaillé très longtemps,
ça nous influence. Alors après, je trouve que c'est dur de rester, en guillemets, neutre par rapport à ça. Neutre, pas dans le sens de produire de la recherche qui nous arrange, mais simplement de me dire, ben maintenant, je travaille sur une thématique, et puis, ben, je vois comment tout le discours politique se construit. Je sais de mes collègues des sciences naturelles que la situation sur le plan écologique est grave. Il faut faire quelque chose. Mais je vois, et j'analyse tout le temps, tout ce que je vois, comment décrédibiliser une source, comment présenter le climat, comment aussi se préoccuper pour le climat, mais un peu pour, en guillemets, la façade, ou alors de manière pas très engagée. Comment tout ça, ça impacte l'humain, la cognition humaine, la cognition sociale, qui est ma spécialité. Donc, j'ai de la peine, en fait, à ne pas m'engager pour ça. Et c'est pour ça aussi que je milite au sein de mon propre institut, ou peut-être de ma faculté, j'ai appris ça aujourd'hui, parce que je vois ça même chez mes collègues, qui sont du même domaine que moi. En fait, toutes les barrières... Tout ce qui empêche le comportement. Donc voilà, moi c'est vraiment mon domaine spécifique, l'influence sociale, si je dois résumer en 2-3 mots, qui m'a fait comprendre à quel point il est important en fait d'agir sur ces barrières, et pas seulement au niveau individuel, mais quitter la sphère de l'individu et poser un regard critique, ou en tout cas engager un questionnement sur certaines pratiques politiques, médiatiques, qui vont au-delà de ma sphère d'analyse première. Merci Oriane Sarrazin. Donc moi j'aurais une question peut-être avant de passer la parole aux autres intervenants. Une petite question à vous deux, Oriane et peut-être aussi Valérie Dacremont. Vous qui avez on sent bien un engagement qui vient à un niveau très émotionnel, qui est lié finalement à votre pratique du terrain aussi, et la connaissance de la psychologie humaine, etc. Est-ce que vous pensez que est-ce que vous arrivez à bien distinguer votre rôle de scientifique, chercheuse, et parfois, lorsque vous vous engagez dans le débat public ou dans une action politique, votre rôle en tant que simple citoyenne, finalement? Est-ce que c'est deux casquettes qu'on peut vraiment toujours dissocier, ou est-ce qu'il y a au contraire deux casquettes qui sont qui viennent toujours ensemble de manière indissociable? Je pense que dans ma tête, en tout cas, c'est complètement lié. Donc, je dois faire un petit effort artificiel pour les dissocier, soit parce que ça m'est demandé par mes supérieurs de ne pas mélanger, quoique cette demande, elle diminue, ça va beaucoup mieux. Enfin, il y a eu un bon dialogue, ça a créé beaucoup de débats quand même, le fait que je sois engagée. Mais ce débat est allé plutôt vers une plus grande tolérance et compréhension, et je dirais même bientôt, peut-être qu'on arrive au soutien. Donc ça veut dire que, voilà, moi je ne faisais pas la différence, mais d'autres à l'extérieur, effectivement, la faisaient. Et puis sur le terrain, j'essaye toujours de faire attention, de bien spécifier que ça, c'est mon opinion, ou ça, c'est ce que j'ai observé, mais finalement, c'est plus une différence entre ce qui est objectif et subjectif que en tant que citoyenne ou en tant que chercheuse. Okay. Merci. Oriane, est-ce que vous avez un commentaire à ce sujet? Oui, moi, personnellement, je n'ai pas de difficulté à savoir dans quel rôle je suis. Moi, je pense simplement, comme point de départ, que la question en fait n'est pas politique. Je parle vraiment du climat sur lequel je travaille actuellement. Pour moi, il y a un fait scientifique. La situation se dérègle, c'est grave. Tous les rapports scientifiques le montrent. Donc, je parle toujours depuis ce point de vue, que ce soit quand je commence mes cours ou quand j'agis politiquement dans ce sens. Et pour moi, vraiment, la seule chose qui reste, qui est extrêmement importante, c'est de quoi que je fasse, quand je tire une information du milieu scientifique, que ce soit pour un enseignement, mais que ce soit aussi pour réfléchir sur ma pratique militante, comment communiquer devant un conseil communal sur le climat, alors que des gens qui ne s'intéressent pas du tout à la thématique, comment faire, c'est de toujours le faire avec un sérieux et une rigueur scientifique absolue, et puis ne jamais
toujours mener des recherches, mais aussi lire les recherches des autres avec un œil de chercheuse, et que même si un résultat, je trouve que j'aimerais bien, je le trouve sympa, mais que je doute un peu de la qualité de l'étude que je vois en voyant que c'est quelque chose sur le plan statistique, c'est un peu limite, etc. Donc c'est de toujours me dire non, ça je ne peux pas affirmer que c'est un fait scientifique clairement établi. Donc moi c'est vraiment ça qui est important. Voilà. Merci. Pour vos témoignages et vos réflexions. Donc, nous avons maintenant encore 3 intervenants et intervenantes qui ont une position sensiblement différente, du moins du point de vue de leur discipline, et ce sera peut-être l'occasion d'aborder aussi la question des différences peut-être entre les différentes disciplines. Donc, un positionnement légèrement différent sur ces questions d'engagement, peut-être avec un rôle qui conçoive le rôle du scientifique légèrement plus en retrait que les témoignages qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Donc, on a premièrement Luca Fumagalli, qui est ici juste à ma droite, qui est chercheur enseignant au département d'écologie et évolution et au Centre universitaire de médecine légale, qui travaille en écologie moléculaire, donc discipline qui consiste à utiliser l'outil moléculaire et les approches de génétique des populations pour étudier l'écologie et l'histoire évolutive des espèces. Dans ce contexte, il a créé il y a 20 ans à l'UNIL le laboratoire de biologie de la conservation, qui est orienté vers les sciences appliquées et qui collabore avec des gestionnaires de l'environnement tels que agences gouvernementales, ONG nationales et internationales. Donc une science très appliquée dans ce cas-là, et on sera intéressé de mieux comprendre votre point de vue à partir de là. On a aussi Joëlle Salomon-Cavin, que vous ne voyez pas ici parce qu'elle est en ligne sur Zoom, elle n'a pas pu venir physiquement sur les lieux, mais elle nous a rejoints en ligne, donc elle va nous faire part de ses réflexions directement sur Zoom. Joëlle Salomon-Cavin, qui est MER en géographie, est spécialisée dans l'étude des relations entre la ville et la campagne ou la ville et la nature. Ses travaux de recherche portent sur 3 axes principaux, donc l'entrée en ville de l'écologie scientifique, les rapports à la ville des politiques de conservation, qui s'appliquent donc désormais aux territoires urbains et non plus seulement aux aires complètement naturelles, et enfin à l'agriculture urbaine. Donc récemment, et ça c'est assez intéressant, elle a soumis un article collectif consacré à l'engagement dans la recherche en agriculture urbaine, dont l'objectif est de lancer un débat sur cette question dans sa propre discipline. Alors l'article, qui est en cours de revue en ce moment, si je ne me trompe pas, s'intitule « L'engagement militant dans la recherche en agriculture urbaine, réflexion sur le contexte français au miroir du scholar activism nord-américain ». Et c'est un article qui a été co-signé par des collègues de l'UNIL, notamment Valérie Boisvert, Simone Ranocchiari et Quentin Dussert-Bresson, ainsi que Monique Poulot. Et enfin, nous avons aussi Jérôme Goudet, ingénieur agronome de formation, qui a effectué son travail de doctorat sur les aspects de modélisation génétique des populations et qui est maintenant professeur associé au département d'écologie et évolution de l'UNIL. Donc la recherche dans son groupe porte notamment sur le développement d'outils statistiques pour analyser les données génomiques et sur l'application de ces méthodes à des organismes aussi variés que l'humain, la chouette effraie ou encore différentes sortes d'insectes et de plantes. Donc Jérôme Goudet, il enseigne la génétique des populations et l'analyse de données aux étudiants biologistes principalement. Donc je propose de commencer par donner la parole à Luca Fumagalli qui va partager avec nous ses vues sur la question. Merci. Monsieur Frenier, bonjour à tous. Bon, je vais effectivement commencer par dire que... Ah, pardon. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous à nouveau. Je vais commencer par dire que finalement, de par les données scientifiques que je développe dans mon travail, je suis tombé directement dans le terrain politique, donc je n'ai pas eu le choix, contrairement à d'autres. Et donc, je vois les choses peut-être de façon un peu plus nuancée. C'était très intéressant d'entendre les autres avis. Je ne vois pas tellement, moi, de dichotomie entre finalement... activité scientifique, professionnelle d'un côté et vie publique. Je pense qu'on est tous j'ai bien aimé le terme que M. Ebi a utilisé avant, on est tous situés. Je ne crois pas qu'il existe des citoyens qui ne sont pas, qui font pas partie de la société et qui ne participent pas de toute façon à un débat politique. Et même, je dirais même, je le fais de façon un peu provocatrice, je pense même que finalement, le fait de travailler dans un domaine comme le mien, qui est celui, de façon très générale, de la biologie de la conservation, est finalement un acte, pourrait même
être vu finalement paradoxalement comme un acte militant ou en tout cas d'activisme. C'est pas pour rien, je pense, je parle pour moi, hein, mais c'est pas pour rien que j'ai choisi de travailler en biologie de la conservation. C'est pas déconnecté de ma façon de voir la société ou les choses. Voilà. Donc, des fois, j'ai une position un peu plus nuancée vis-à-vis de ça. Alors, c'est vrai que voilà, une partie de mes activités, pas toutes en tout cas, vise à travailler dans le domaine, disons, de l'étude génétique des populations, des espèces menacées, pour des entités externes à l'université, donc comme l'a dit avant M. Frénière, des agences gouvernementales, des ONG, etc. Donc de toute façon, les données que je publie ou que je produis vont être automatiquement utilisées dans le domaine public, donc politique. L'exemple, hélas, le plus médiatique est celui du loup, qui par définition est un sujet polémique et éminemment politique, totalement récupéré. Donc de toute façon, ce que je fasse, moi, je produis évidemment des données scientifiques, disons objectives, pures et dures. Hein. Je suis dans la science pure et dure totalement, mais de toute façon, les données automatiquement, en 3 secondes, quand elles sont communiquées, elles vont alimenter la sphère politique et polémique. Alors, la situation s'est beaucoup, disons, comment dire ça, s'est beaucoup empirée. Je fais ça depuis 20 ans. Au début, c'était des attaques personnelles comme ça, en passant dans les journaux, etc. Quelque chose dont on n'a pas parlé qui est assez intéressant, je trouve, c'est que depuis quelques années, on sait tous qu'il y a quand même un mouvement général de décrédibilisation de la science, de mise en doute des données scientifiques, qui va de pair avec une certaine évolution politique de la société. Et inévitablement, je me retrouve catapulté, pour les raisons que je viens de dire, dans cette spirale-là, avec des attaques personnelles beaucoup plus importantes qu'auparavant. Alors, je pense que... Alors, d'un côté, c'est clair que dans ce cadre-là, c'est un peu plus compliqué, disons, de passer, même si je ne crois pas que que la différence est si nette, de passer à un militantisme, dans le sens que c'est très compliqué pour moi de prendre position dans ce domaine-là. Parce que de toute façon, quelle que soit la position que je prends, publiquement, elle va être récupérée et elle va être sujet à des polémiques à n'en plus finir. Donc, si vous voulez, c'est un peu compliqué. Voilà. Comment dire? Donc, je ne participe jamais ou très rarement à des débats sur ce genre d'activité, enfin sur ce sujet, le loup, etc. Parce que de toute façon, 9 fois sur 10, je sais déjà que le but de ces débats est éminemment polémique. Donc, je ne veux pas participer de cette façon-là à ce débat, voilà, parce que je pense que ce n'est pas très productif. Lors des interviews, ça on apprend un peu avec l'expérience. Au début, j'étais beaucoup plus naïf par rapport à ça, évidemment. Lors des interviews, par rapport au sujet, je m'aperçois après 3 secondes qu'est-ce qu'on veut me faire dire par rapport à ça, et ce qui va inévitablement à nouveau alimenter une polémique publique importante. Donc, si vous voulez, moi je vois les choses de façon un peu différente. Je pense qu'on n'est jamais déconnecté de la société dans laquelle on vit. Je pense que on peut faire de l'activisme aussi en faisant de la recherche scientifique rigoureuse, etc. Après, c'est indépendant de ce que je fais moi dans la vie. Hein. En tant que personne, moi, je peux être actif dans des domaines qui sont déconnectés d'ailleurs de mon activité professionnelle. Là, c'est encore autre chose. Là aussi, j'ai peut-être un avis un peu différent. Mais je pense que le fait de travailler, en tout cas en ce qui me concerne, dans un domaine tel que celui dans lequel je travaille, est une sorte aussi, entre guillemets, d'activisme. Hein. On
développant des données sur l'état des écosystèmes. La biologie de la conservation est de toute façon une discipline qui a été inventée, entre guillemets, dans les années 80, mais qui se positionnait dès par sa définition dans une critique finalement objective de la situation dans laquelle le monde allait se trouver, quoi. Et alors, une sorte de lanceur d'alerte antélittéram. Voilà. Donc voilà, donc j'ai une position un peu plus nuancée, pas parce que je pense que les scientifiques ne doivent pas être activistes, mais parce que je pense que la distance entre activité professionnelle et activisme n'est pas forcément si grande que ça, d'une certaine façon. J'ai jamais dû, moi, réfléchir, est-ce que je dois défendre ma position ou pas, est-ce que je dois être activiste, est-ce que je ne dois pas être activiste. Mais si j'ai bien compris, quand même, ce choix de ne pas trop participer à des débats ou de faire des apparitions dans les médias quand même limitées, c'est aussi pour vous protéger contre une certaine instrumentalisation des résultats de vos recherches, c'est bien ça? Complètement. D'accord. C'est ça la motivation et pas forcément un idéal du scientifique retranché hors de la société. C'est bien ça qu'on a bien compris. Par contre, par rapport à des thématiques plus générales, disons, guillemets, environnementales, j'ai pris position avec l'étiquette Université de Lausanne et pas forcément une étiquette de citoyen. Voilà. Mais dans ce domaine très particulier que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est un peu plus compliqué. Parfait, merci beaucoup. Je propose maintenant qu'on écoute, si on y arrive, Joëlle Salomon-Cavin, qui est en ligne. Alors, on a une petite manipulation technique à faire. Elle est bien là. Bonjour Joëlle. Bonjour Augustin, bienvenue bonjour à tous. Parmi nous. La parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, merci pour cette invitation. Je suis navrée de ne pas être là avec vous aujourd'hui. Comme je veux être claire et concise, je vais lire un peu ce que j'ai imaginé. Aussi parce que ma position n'est pas forcément évidente à défendre. En effet, relativement à l'engagement, ma position est la suivante. Comme citoyenne, citadine en particulier, j'ai certains engagements, mais je ne me définis pas comme une chercheuse engagée ou impliquée, en particulier parce que je n'adopte pas une posture engagée dans les domaines de recherche qui sont les miens et qui concernent, comme l'a rappelé Augustin Franière, les questions de nature en ville et d'agriculture urbaine. Autrement dit, si j'étudie l'agriculture urbaine, je ne milite pas en faveur de pratiques agricoles en ville et je ne suis pas investie dans ces pratiques. Du coup, ma position est volontairement non engagée sur ce sujet-là, dans un domaine où le militantisme académique est extrêmement présent, notamment dans le contexte anglo-américain, anglo-saxon, où il est lié à la quête d'une justice alimentaire urbaine, mais aussi donc très engagé dans le contexte francophone, où les chercheurs militent en faveur du développement de l'agriculture urbaine, donc de manière très évidente, mais à mon avis, pas très thématisée ou explicitée. Et cette recherche souffre d'un manque de réflexivité critique et politique. Et ce qu'on montre dans l'article qu'a cité Augustin, c'est que c'est très différent en fait dans le contexte anglophone, où ce champ de recherche, celui de l'urban food justice, est ancré dans une tradition ancienne de scholar activisme qui est largement théorisée. Mais c'est beaucoup moins développé dans le contexte français. Et du coup, avec un petit groupe de collègues, dont fait partie Alexandre Eby, nous avons lancé un petit projet de recherche sur cette question de l'engagement. Avec en fait, ça a donné lieu à différentes rencontres, workshops, où on a interrogé différents collègues sur cette question de qu'est-ce que c'était l'engagement, pourquoi ils étaient engagés et quelle implication ça avait sur leur recherche.
Et ce que je voulais en particulier dire, pourquoi j'ai cette position-là aussi, parce que pour moi, ça vient d'une réaction, un certain malaise par rapport et inconfort par rapport à cette question de l'engagement. Pour travailler sur l'agriculture urbaine, je vis encore, disons, des injonctions, des assignations émanant des médias, d'activistes, d'étudiants, voire de collègues, à prendre fait et cause pour l'agriculture urbaine, à produire des jugements, à délivrer des recommandations, à soutenir des projets et des acteurs. Ces requêtes sont parfois formulées sur un mode particulièrement naïf, apolitique et acritique, comme une demande de messages simples et forts au nom, par exemple, de la durabilité ou d'impératifs à agir. Et le malaise vient en particulier pour moi par rapport à la question de l'enseignement. La question se pose de manière récurrente en tant qu'enseignante. Dans ma faculté, donc en l'occurrence c'est les FGSE, Faculté des géosciences et de l'environnement, on a souvent affaire à des étudiants qui veulent agir. Et je me pose souvent la question de la responsabilité de l'enseignant face au désir d'engagement des étudiants. Désir que je trouve en général extrêmement légitime, salutaire et particulièrement enthousiasmant pour des étudiants, mais aussi désir souvent très naïf et très dogmatique. Et du coup, comment donc, en tant qu'enseignante à l'université, accompagner cette volonté d'engagement tout en promouvant la démarche scientifique, la rigueur, hein, c'est l'expression qu'a utilisée Oriane Sarrazin, elle a parlé de rigueur scientifique, comment promouvoir la réflexivité, le positionnement critique, interroger aussi la normativité, le dogmatisme. Il me semble vraiment, c'est ma responsabilité en tant qu'enseignante de le faire. Alors pourquoi ? Parce que mes étudiants choisissent souvent un sujet de mémoire, par exemple, parce qu'ils le considèrent comme un bon exemple de ce qu'il faut faire pour faire advenir la ville durable, la transition écologique, la justice alimentaire urbaine. Le risque avéré, en l'occurrence, c'est que leur travail, et ce en dépit des enseignements sur la démarche scientifique qu'ils ont reçus, ressemble à des plaidoyers, à des démonstrations partisanes. Cette question s'est aussi directement posée pour moi en tant que membre de jury de thèse, par exemple face à une chercheuse qui était militante, mais qui ne problématisait pas sa position, qui était en l'occurrence l'occupation illégale d'une friche urbaine pour développer des pratiques agricoles urbaines. Alors, je ne voudrais pas être mal comprise, mais pour moi, ce n'est pas le militantisme, l'engagement, l'activisme de mes collègues, de mes jeunes collègues, de mes étudiants qui me pose problème, mais bien le manque de réflexivité sur cet engagement et la production de recherches qui ne rendent pas explicite leurs présupposés ontologiques, épistémiques, voire idéologiques. Assumer pleinement son engagement éthique, civique ou politique est primordial, et surtout dans les contextes que vous avez rappelés, mais faire preuve de réflexivité sur l'influence de ces engagements sur ces travaux de recherche et ces résultats, pour moi, il est tout autant. Et il est important de rappeler cette démarche en particulier au sein de nos enseignements. Voilà. Et je voulais vraiment développer mon propos là-dessus. Il me semble que la mise à plat en fait, de ces valeurs, Alexandre Reby a parlé de vider son sac. Grâce à lui, j'ai mis en œuvre cette démarche de vider son sac avec mes étudiants. Et je trouve ça, donc les étudiants, avant de commencer leur recherche, mettent à plat leurs valeurs par rapport à cette question. Et c'est en effet très sain de faire ce positionnement-là. Voilà.
Voilà ce que je voulais dire par rapport à la question de l'engagement, et donc revenir en particulier sur la responsabilité de nous en tant que chercheurs, mais aussi en tant qu'enseignants par rapport à nos étudiants. Voilà. Je vous remercie. Merci Joël Salomon-Cavin pour ce témoignage qui met l'accent effectivement aussi sur la nécessité d'une certaine transparence et d'un retour réflexif sur nos propres pratiques, notamment pour se garder d'un certain dogmatisme et puis sauvegarder une certaine rigueur et une scientificité dans nos recherches. J'aimerais passer, on pourra certainement revenir tout à l'heure dans la discussion sur ces questions-là. J'aimerais passer enfin la parole à Jérôme Goudet. Alors merci d'avoir patienté ce long moment avant de prendre la parole pour qu'il nous expose son point de vue. Et puis juste avant qu'il prenne la parole, je vais préciser que dès que Jérôme Goudet aura fini son intervention, on va ouvrir la discussion aussi avec le public. Donc n'hésitez pas déjà à poser les questions dans le chat, histoire qu'on puisse les préparer et vous les restituer à l'antenne. Et puis, s'il vous plaît, privilégiez les questions courtes, c'est beaucoup plus facile à gérer pour nous. Voilà, alors Jérôme Goudet, à vous. Merci Augustin, merci à tous pour vos présentations et les différents éléments que vous avez amenés autour de ce débat. Alors moi j'ai un rôle qui est un peu particulier parce que ma recherche est beaucoup plus distante du public, c'est des objets beaucoup plus abstraits sur lesquels je travaille. Et donc, je ne suis pas confronté, comme vous l'êtes toutes et tous, plus ou moins, par cette sollicitation permanente du public et autres. Par contre, je suis dans un département d'écologie et évolution. Et puis, écologie, c'est un mot qui est connoté. Un département d'écologie et évolution, dans la tête des gens, c'est perçu comme un département où il y a des écologistes sensu politique. Et les gens ont du mal à faire la différence entre l'écologie politique et l'écologie scientifique. Et donc, mon positionnement et mon point de vue par rapport à la position du scientifique, c'est qu'il faut être très prudent quand on aborde ce type de questions par rapport au public, d'être très clair sur ce que nous dit la science, sur les résultats scientifiques, et de changer de casquette quand on passe à l'interprétation. J'ai bien aimé Valérie Dacremont et son point sur les articles scientifiques, où en effet, il y a toute une partie qui est résultat et puis une partie qui est discussion ensuite. Et je pense que là, c'est important pour moi, en tout cas en tant que scientifique, je pense que quand je parle publiquement, si je parle de mes résultats scientifiques ou de choses qui sont connues, qui sont des évidences comme le réchauffement climatique, etc., je peux mettre la casquette du scientifique. Par contre, si j'exprime une opinion ou si je parle sur des faits qui ne sont pas complètement avérés, je vais plutôt utiliser ma casquette de citoyen. Et je suis bien conscient que c'est très difficile de passer de l'un à l'autre, mais ça me semble important de faire cette distinction. Pourquoi c'est important? C'est que une des choses qui a été signalée, c'est qu'à l'université, nous recevons des financements publics. Nous devons être à même de parler à l'ensemble des citoyens, quel que soit leur positionnement sur l'échiquier politique. On doit pouvoir, on ne doit pas tomber dans la caricature du scientifique entre guillemets bobo gauchiste qui va avoir des arguments d'écolo s'ils ne sont pas avérés. Il y a plein d'arguments qui ont été développés et qui sont mis en avant. On vient de parler d'agriculture urbaine. On a eu des conférences à l'université sur l'agroforesterie. C'est tous des développements qui sont excellents, mais est-ce qu'on arrive à nourrir une planète avec ce type d'agriculture? Ce type de questions, en général, elles ne sont pas posées. On amène des évidences qui sont sur le court terme, sur des choses qui sont très bien, mais est-ce qu'on arrive à aller plus loin et puis à pousser ces objets de recherche dans ce cas de figure? Donc mon positionnement, il est vraiment de dire, attention, on parle en tant que scientifique, donc on a cette aura de scientifique. Les scientifiques sont perçus par l'opinion publique comme des gens sérieux. On a très bien vu durant la période Covid, les épidémiologistes qui n'hésitez pas à dire bah, « ça, je ne le sais pas ». Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très bien qu'ils ont fait, de ne pas hésiter à dire « on ne sait pas ». Ma conviction, c'est que ça doit aller dans ce sens-là. Et mon expérience de scientifique me permet d'avoir une vision éclairée. Mais par contre, on ne le sait pas. Et je pense que c'est quelque chose d'important et qui n'est pas facile à faire quand on entre dans ce débat politique. Donc mon positionnement, il est vraiment là, c'est en tant que scientifique, justement, je ne serai pas
je voudrais être un scientifique et un citoyen engagé. Mais j'aimerais bien pouvoir faire la différence entre ces deux personnages. Alors, c'est peut-être schizophrène, mais je pense que c'est assez important de faire cette distinction quand on rentre dans le débat public. Mon micro. Voilà, merci beaucoup Jérôme Goudet. Mais j'en profite pour rebondir. Je vois qu'il y a quelques questions qui arrivent dans le chat, mais en attendant de rebondir déjà sur votre intervention, qu'en est-il de cette zone grise? Parce que forcément, on n'a pas toujours un consensus scientifique qui est parfaitement établi. Hein. Il y a parfois la science, comme vous l'avez dit vous-même, se construit peu à peu, doute. On a un certain nombre d'évidences que telle molécule peut-être est nocive à l'environnement ou pour la santé, etc. Mais on n'en est pas encore complètement sûr, on n'a pas un consensus définitif sur ces questions. Que faire dans ces situations qui sont des situations d'incertitude finalement et dans lesquelles il faut malgré tout prendre des décisions à l'échelle d'une société? Alors là, je pense que c'est le rôle d'expert. Quand on est invité dans des comités d'expertise pour discuter de telle ou telle chose, on va peser les avantages et les inconvénients de supprimer telle molécule. Typiquement, si on supprime le glyphosate, qu'est-ce qu'on fait à la place? Quelles sont les pratiques qu'on peut remplacer? Est-ce qu'on arrive à faire en sorte que la situation reste la même? Est-ce qu'on va, ou bien est-ce qu'il y a un problème? Donc, c'est toutes ces questions qui sont à poser dans un sens et dans l'autre. Et le débat va se faire entre experts et on va arriver à un consensus. Donc ça j'ai pas de problème avec ça. Ouais. Par contre, exposer un point de vue sur la place et sur la place publique qui soit personnel et un petit peu à l'extérieur de son champ de recherche sans que ce soit complètement avéré, je pense que c'est problématique. D'accord, merci. Oui, il y a une question, notamment dans le chat de Carmen Jambé du service Uniris, qui s'adresse en particulier à Alexandre Réby, et qui se demande si la science ouverte, donc avec mise à disposition des données de recherche, pourrait être un moyen d'être davantage activiste en science. Alors, ce n'est pas précisé, mais j'imagine dans l'idée justement qu'on met à plat nos données, on met à plat nos résultats, et puis on peut moins nous suspecter de les avoir biaisés ou je ne sais quoi. Ah oui, tout à fait. C'est une des choses qu'on fait dans ce genre d'études. On essaie de montrer ce qu'on a fait exactement dans le plus de détails possible. On donne souvent nos données brutes à d'autres pour qu'ils puissent vérifier l'interprétation qu'on a fait de ces données typiquement. Et oui, je pense que l'open source va amener plus de transparence. Et par rapport à la transparence, ça serait chouette que dans les thématiques qui me préoccupent, ce serait chouette que tout soit transparent, que les dossiers d'homologation, que les débats d'experts, comme M. Goudet l'a mentionné tout à l'heure, que les débats d'experts soient aussi rendus publics, qu'on sache sur quelle base, sur quel article, sur quelle évidence scientifique les experts se basent pour prendre une décision. Je rêve d'un monde où tout ça est transparent, mais je crois qu'on en est encore loin. D'accord, merci. Les biologistes, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que la science open data pourrait apporter quelque chose? Alors, absolument, oui. Ouais. Ça me semble être essentiel. Et la science va dans ce sens-là en ce moment. Je veux dire, de plus en plus, chacun publie non seulement ses données, mais ses scripts pour ses analyses, etc. etc. Donc c'est quelque chose de... c'est la direction dans laquelle on va et dans laquelle l'université va aussi, puisque toutes les publications maintenant sont en open source. Tout le public peut y accéder et c'est un mouvement que je trouve absolument important. Ouais. Luca Fumagalli, j'ai aussi envie de vous poser la question, finalement, dans le cas d'analyse concernant des cas d'attaque présumés de loups, par exemple, je ne sais pas si les analyses de différents organismes sont toujours convergentes, mais si ça ne devait pas être le cas, on peut imaginer les polémiques qui en ressortent. Est-ce qu'une publication vraiment transparente et ouverte des méthodes et des résultats pourrait être une solution à ce niveau-là, vous pensez? Absolument. Je pense que oui. Maintenant, je pense qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, on va en parler après, je pense, c'est aussi ce qu'on appelle les fake news, quoi. Et ça, c'est vrai que ça fait aussi partie du débat, quoi. Je vois mal comment séparer engagement
scientifique, citoyen. Hein, pour moi, c'est pas. Et puis, ce mouvement quand même assez nouveau parce que ça n'existait pas il y a 10 ans, hein, et qui est devenu quelque chose contre lequel on doit lutter presque quotidiennement maintenant, y compris par rapport à ces questions d'attaque de loups. Alors les données sont en général publiques, les articles scientifiques sont maintenant souvent publiés dans des revues open access, donc les gens ont accès à ça, mais ça ne change pas grand-chose, parce que de toute façon c'est un domaine qui est tellement récupéré politiquement que ça ne changera rien. C'est-à-dire que vous vous retrouvez, et ça c'est problématique, et c'est vrai que ça fait partie aussi d'un certain type de militantisme. Hein. J'essaie de donner des arguments au débat, donc c'est pas forcément ce que je voulais dire quand je suis venu là, mais c'est vrai que finalement, il y a aussi ce type de militantisme-là, je pense, c'est-à-dire le militantisme qui est celui de défendre une démarche scientifique et des données scientifiques vis-à-vis d'une espèce de confusion de débat dans la société qui décrédibilise et où tout va dans tous les sens, quoi. Et c'est vrai que ça, je trouve que c'est aussi extrêmement important, et c'est un certain type d'activisme aussi, qu'en tant que scientifique, pour lequel je suis très concerné. Voilà. Après, j'ai ma vie privée, je peux avoir un militantisme, un activisme par rapport à des causes politiques qui sont qui sont déconnectés de ma spécialité professionnelle. En parlant de ça, je trouve que c'est pas très intéressant d'en parler ici parce que voilà, quoi, chacun peut raconter ce qu'il fait dans sa vie privée. On peut en parler après si vous voulez, mais c'est encore autre chose, quoi. Mais de toute façon, je peux vous dire que ça c'est une écriture noire sur du papier blanc. Et il y aura des gens en face qui vont vous dire que le papier il est rouge et que l'écriture est blanche. Alors c'est assez compliqué, quoi, vous voyez, de pouvoir sortir de cette impasse, je trouve. Eh bien, merci. Je crois que votre dernière remarque sur la couleur de l'encre appelle une notion qu'on n'a pas encore beaucoup rencontrée, qui est celle finalement d'objectivité. On a parlé beaucoup de neutralité, de rester neutre en tant que chercheur. Est-ce possible de faire une recherche complètement neutre, c'est-à-dire complètement à l'abri de biais qui proviennent peut-être d'opinions politiques ou d'influences extérieures? Moi, une question que j'aimerais ouvrir, qui est un peu la deuxième question qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est justement l'impact que peut avoir une pratique de recherche sur... excusez-moi, l'impact que peut avoir un engagement ou un militantisme sur les pratiques de recherche. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a toujours un tout petit peu la suspicion que, si une personne se bat pour une cause, elle va tenter de privilégier les résultats qui la confortent dans cette direction-là, une sorte de biais de confirmation. Donc, je vous pose finalement la question, est-ce que l'un d'entre vous veut réagir là-dessus? Est-ce que vous pensez que ces soucis-là ou ces inquiétudes vis-à-vis d'un biais qui pourrait être issu d'une activité, d'un militantisme ou d'un engagement sont justifiés? Alors, on a déjà répondu partiellement à cette question. Mais en particulier, est-ce qu'il ne faudrait pas distinguer neutralité et objectivité? À savoir qu'une neutralité peut être quelque chose de difficile à conserver parce qu'on a tous, qu'on le veuille ou non, des opinions politiques, on a un certain nombre d'influences extérieures, qu'on le veuille ou non, mais que ce qu'il faut préserver, c'est une forme d'objectivité scientifique quand on analyse les faits. Est-ce que vous pensez que c'est une distinction qui pourrait être utile? Ou est-ce que quelqu'un aimerait réagir à ça? Valérie, peut-être? Oui, alors je dirais que par rapport au risque de biais dans les études, comme je mentionnais jusqu'avant, dans les cas pratiques que j'ai rencontrés de falsification de données, parce qu'on en a dans les universités comme partout, eh bien, c'était pas par militantisme que les gens avaient biaisé leurs résultats, c'était par profit personnel. Donc voilà, après, il faudrait justement faire une étude pour voir s'il y a un lien ou pas entre militantisme et tendance à falsifier des résultats. Je suis pas très sûre qu'on verrait qu'il y a un lien particulier. Je pense que ça tient beaucoup plus à des gens, à des personnes et à un caractère ou comme ça, mais pas tellement au militantisme. Ensuite, par rapport à la neutralité, je pense que c'était intéressant de dire, il faut absolument dire quand on n'a pas d'évidence, par exemple. Dans le Covid, j'ai été confrontée à ça un nombre de fois et pas plus tard qu'il y a 3 jours en arrière, quand l'OFSP me demande quelle nouvelle définition on devrait de cas suspects pour les semaines qui viennent.
Eh bien, le problème, c'est qu'on doit effectivement dire on n'a pas d'évidence claire ou elle n'est pas suffisante, mais après, en général, on ne nous laisse pas tranquille. On nous dit vous êtes quand même la personne qui en savait le plus là-dessus, donc il faut que vous nous donniez votre avis d'expert. Oui, que souvent on nous pousse à prendre une décision même dans l'absence de fait, puisqu'il faut prendre, en pratique, il faut faire quelque chose. Et dans ce Covid, même quand on n'avait pas d'évidence, il fallait faire quelque chose. Donc là, on peut le dire clairement en disant bon là, à partir de là, c'est mon opinion basée sur toute mon expérience et la connaissance que j'ai, mais elle n'est pas basée strictement sur des faits. Et je pense que si on est transparent là-dessus, ça va. Pour le climat, c'est la même chose. Le climat n'est pas une opinion politique, c'est un fait. Donc, quand on s'engage, par exemple, pour défendre ou au sein d'Extinction Rébellion, c'est pas une position politique, c'est dire reconnaissez les faits. Donc, c'est une position éminemment scientifique, finalement. Bien que certaines critiques que j'ai entendues à l'égard d'interventions de chercheurs parfois dans la sphère publique, c'est justement que parfois il y a un passage trop rapide de l'analyse des faits et de la description des faits à des énoncés prescriptifs sur ce qu'il faudrait faire, ce qui est finalement une décision de l'ordre du politique. Donc ce passage-là, à quelles conditions est-ce qu'un chercheur peut se le permettre, à votre avis? Quand est-ce que ça est légitime? Quand est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que quelqu'un a un avis à ce sujet? Est-ce que ça ne l'est jamais? Ou est-ce qu'à certaines conditions, justement, le chercheur peut faire ce pas et puis émettre des prescriptions sur ce qu'idéalement il faudrait faire? Jérôme Goudet, vous pouvez... Je pense que c'est difficile sur la base de l'expérience de recherche d'une personne d'arriver à tirer des actions politiques. Je pense que ça doit être un consensus scientifique qui se forme sur la base de plusieurs résultats de recherche ensemble qui permettent de prendre cette décision. Sinon, tout à chacun, on peut imaginer qu'on fait une... j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais les décisions politiques doivent se baser au maximum sur un maximum d'observations. Donc je pense que si on revient au cas du Covid, c'est typiquement une situation où c'est l'avis de plusieurs experts qui discutent ensemble, qui arrivent à un consensus pour dire ce qui nous semble le plus logique de faire maintenant, c'est ça. Sans en avoir pour autant les évidences et sans avoir le recul nécessaire. Ok, merci. On a quelques remarques dans le chat. De nouveau, donc on a Gaia Barazzetti qui nous dit l'agir éthique du chercheur consiste dans la poursuite du bien commun et la science devrait être une forme d'action collective orientée vers la poursuite du bien commun. Donc c'est sa vision de la science. Donc n'est-il pas donc absurde d'accuser un chercheur d'être partisan si on devient activiste? Alors cette vision de la science comme bien commun et auquel le chercheur participe, en particulier lorsqu'il développe une forme d'engagement, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, Oriane? Oui, parce qu'à mon avis, théoriquement, ça devrait être le but de la science. Ça se retrouve dans la charte de l'UNIL, mais c'est quelque chose qui est apparu en filigrane de plusieurs des témoignages qu'on a eus. Le but de la science actuellement, c'est quand même promouvoir sa carrière personnelle, promouvoir son CV, ses publications. Et ce que Valérie Dacremont a dit de manière tout à fait correcte, on a eu des énormes scandales en psychologie sociale de falsification de données. C'était des gens qui se sentaient soit complètement pressurisés par le système, soit qui avaient un ego surdimensionné, qui avaient besoin de cette attention. Donc je dirais, avant de se poser des questions aussi au niveau de l'engagement. Bon, ça c'est mon avis très personnel. On peut aussi se poser la question entre les grands principes abstraits de la plupart des universités et la mise en pratique. Et est-ce que vraiment on nous pousse à œuvrer pour le bien commun et à quel moment dans notre carrière on peut le faire? Bon, là je dévie un peu de l'engagement, mais voilà. Donc si on part du principe que vraiment on est engagé et payé sur des fonds publics pour œuvrer pour le bien commun, donc oui, une certaine forme de militance ou une certaine forme d'engagement, tant que ça reste dans des limites de déontologie scientifique, ne pas justement publier n'importe quoi parce que ça nous arrange, ne pas mal interpréter, ne pas falsifier, etc. Donc oui, ça c'est ma réponse très personnelle.
Merci. Sur ce chapitre encore de... Oui, justement, je voulais poser la question à Joël Salomon-Cavin, donc ça tombe bien sur cette question de l'impact du militantisme sur les pratiques de recherche. Est-ce que, dans votre propre expérience, c'est quelque chose que vous avez pu soit voir, soit analyser, je veux dire, un petit peu plus en profondeur? Oui, tout à fait. Enfin, on a fait une recherche un peu historique sur l'engagement aux États-Unis et puis en France. Et en fait, aux États-Unis, il y a une tradition d'engagement militante en géographie avec des gens comme Laura Pulido ou David Harvey, qui est ancienne. Et en fait, le fait est qu'elle est extrêmement théorisée, thématisée. Et que quand les chercheurs s'engagent, il y a toute une méthode en fait qui accompagne ce militantisme dans leurs travaux de recherche et dans leur implication dans ce à quoi ils s'engagent, quoi. Ce qu'on voulait questionner et puis vers quoi on voulait lancer le débat, c'est que dans le contexte francophone, en particulier en France, il y a très peu cette réflexion, si ce n'est pour des chercheurs influencés par cette histoire plus anglo-saxonne, mais pratiquement toute la recherche est engagée pour le développement de l'agriculture urbaine, mais il n'y a pas cette réflexion par rapport au militantisme et je trouve dommageable. Il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir, c'était aussi votre question concernant le passage de l'énoncé à ce qu'il faudrait faire et finalement donc la normativité. La normativie pose problème dans l'enseignement en particulier, c'est-à-dire qu'un chercheur qui s'exprime au nom de l'UNIL et en fonction de ses recherches dans le débat public et sur la base de ses recherches, encore une fois, qui dit, voilà, je pense que sur cette base, il faudrait faire ça ou cela, c'est intéressant, ça me pose pas de problème. Et encore une fois, je trouve important cet engagement. Mais dans l'enseignement, il faut montrer qu'il y a d'autres positions, il faut montrer que il y a différentes manières de voir les choses et qu'on se place dans des contextes théoriques quand on est normatif. Je trouve important de revenir là-dessus parce qu'après, on est encore une fois face à des étudiants qui, dans leur recherche, disent « bah voilà, il faut faire ça ». Et je vais vous expliquer pourquoi, mais qui n'ont pas la démarche scientifique qui va avec. Et encore une fois, comme enseignant, on forme aussi des citoyens. Quand on prend position dans le débat public, on parle pour la collectivité, mais en fait, quand on enseigne aussi, on forme et on parle à des gens qui vont aussi agir dans la collectivité. Voilà. C'est pour ça que ça me paraît particulièrement intéressant de revenir sur cette question de notre responsabilité aussi en tant qu'enseignant. Donc responsabilité en tant qu'enseignant qui est aussi de bien former les étudiants, bien leur apprendre à faire la différence entre une rigueur d'une méthodologie de recherche, la différence entre des faits plus ou moins objectivés, tant que se peut, et ce qui est de l'ordre plutôt de l'opinion personnelle, etc. C'est ça la responsabilité de l'enseignant, c'est de bien les former à faire cette différence. De ne pas reprendre comme telle la normativité et le dogmatisme, et de bien voir que derrière, il y a toute une réflexion et une rigueur scientifique à avoir. Voilà. Enfin, j'espère que je me fais pas mal comprendre, en fait. Non, tout à fait, très bien, très bien. Merci. Alors, je continue un petit peu avec les quelques commentaires qui nous viennent du chat. On a Antoine Guisan qui nous dit que voilà, il y a des problèmes avérés comme le changement climatique et l'érosion de la biodiversité qui sont bien connus, documentés depuis nombreuses années, mais que malgré tout, voilà, on a des lobbies, des médias, des acteurs politiques qui continuent à les nier, et que dans un cas comme ça, finalement,
Est-ce que l'activisme pour les scientifiques qui ne sont pas écoutés par le biais des publications et des rapports scientifiques, c'est de porter ces questions justement sur la place publique par d'autres moyens, vu l'échec des canaux de communication scientifique habituels. Et à l'inverse, dit Antoine Guisan, donc si ces scientifiques se taisent, ne pourrait-on pas les accuser dans quelques années d'avoir failli à leur devoir d'information sur ces questions cruciales? Donc là, c'est vrai qu'on peut imaginer l'argument inverse et de dire un scientifique, alors d'une part, ce qu'on a aussi entendu parfois, donc c'est que les scientifiques ont un devoir de rester effectivement neutres, objectifs, et parfois c'est compris comme rester un petit peu en retrait des décisions politiques et du débat public. Mais ici, et nous dit Antoine Guisan, finalement, il y a aussi un devoir de faire plus quand la science n'est pas écoutée, une science qui est vraiment très bien établie. Bon, je pense que tout le monde sera plus ou moins d'accord sur ce point-là. Qui c'est qui aimerait réagir dans ce cas-là? Valérie Lacremont. Oui, je pense qu'on peut après faire une distinction, c'est-à-dire pas forcément donner la solution. C'est-à-dire on peut faire amener un problème dans le débat public en disant là on a vraiment un problème. On peut même dire on devrait interdire certains produits parce qu'ils sont clairement super nocifs pour les abeilles, donc pour nous dans un deuxième temps. Mais pas forcément dire tout ce qu'il faut faire. On peut s'arrêter là et puis dire, par contre, mettons sur pied peut-être des assemblées citoyennes ou des groupes de gens, des débats, etc., comme on fait ici, pour trouver les solutions. Donc il y a moyen, à mon avis, de pouvoir militer sans forcément prétendre donner des solutions précises. Alors ça tombe bien parce qu'on a justement une question d'Anaïs Tilkin qui nous dit « Que pensez-vous de la délibération à l'aide d'assemblées citoyennes et autres tirages au sort ? Les citoyens pourraient recevoir la présentation de chercheurs et par la suite délibérer et traduire ça en décision. Par exemple, assemblée sur le climat en France, assemblée sur l'avortement en Irlande. » Donc ici, on aurait un rôle des scientifiques de transfert de l'information, mais la décision, l'argument prescriptif sur ce qu'il faut faire reste en main de ces assemblées citoyennes. Bon, c'était une remarque, je ne sais pas si... je ne crois pas qu'il y ait de politologues parmi nous, donc voilà, mais je pense que c'est une solution parmi d'autres qui est souvent mise en avant pour prendre des décisions, notamment en décision d'incertitude, quand on a des évidences scientifiques, mais qu'il n'y a pas forcément de consensus extrêmement bien établi qui se dessine et qu'il faut malgré tout prendre des décisions. Oui, Jérôme. Si je peux juste intervenir sur la question précédente par rapport à la question d'Antoine Guisan. Réchauffement climatique, c'est une évidence. Ça, je pense qu'il n'y a personne qui va le débattre. Quelles actions entreprendre pour le stopper? Là, je pense qu'il y a débat. Un exemple simple, c'est le nucléaire. Des pays comme l'Allemagne ont stoppé le nucléaire, ils ont dû rouvrir des centrales de charbon qui font une consommation importante de... Donc ça, je pense que le débat, il est sur la place publique, il y a des experts qui ont des avis sur la question, il y a des scientifiques qui ont des avis sur la question, mais je ne pense pas que la question, elle soit tranchée, et émettre un avis si on ne travaille pas dans le domaine sans avoir lu tous les articles, etc., c'est plus une position politique qu'une position scientifique. On pourrait prendre l'exemple des OGM, où il y a une forte poussée de la part de mouvements écologistes pour dire que les OGM, c'est mauvais. Il y a plusieurs lignes d'évidence qui semblent montrer que ça aurait pu être bénéfique, en particulier dans les pays du tiers-monde. Il y a l'exemple du riz doré, etc. Donc, il y a plusieurs cas de figure où la situation n'est pas aussi simple que ça. On a une évidence, on a un résultat scientifique, il est clair, il est tranché, mais les actions à faire derrière, elles ne sont pas si tranchées que ça. Donc, si j'interprète bien votre remarque, vous appelez finalement vos collègues chercheurs et scientifiques à une certaine prudence lorsqu'ils s'expriment dans un domaine qui n'est pas exactement de leur domaine de recherche ou de compétences, peut-être des domaines connexes, mais qu'on a vite fait d'y mêler des prises de position plutôt politiques quand on prend position sur certains sujets. C'est juste bien ça. D'accord. Et là, c'est la difficulté. On peut tout à fait les prendre, ces positions, mais dire qu'on a la casquette de citoyen plutôt que celle de scientifique dans ce cas de figure. Eh bien, ça me permet d'enchaîner sur finalement la troisième. Il nous reste une petite dizaine de minutes. La troisième question qui nous préoccupait un peu aujourd'hui, qui est la question des institutions scientifiques. Donc, voilà, on a bien insisté sur la nécessité d'une certaine rigueur dans la manière dont on exprime les informations, les résultats de la science, de bien être transparent sur nos propres présupposés et nos propres valeurs en tant que chercheurs, sur
le statut ou la casquette qu'on endosse au moment où on s'exprime. Hein. Est-ce qu'on est là en tant que citoyen? Est-ce qu'on est là simplement en tant que simple citoyen? Est-ce qu'on est là en tant qu'expert ou chercheur? Eh bien, est-ce que les institutions scientifiques, comme l'université par exemple, elles-mêmes devraient prendre position sur un certain nombre de questions? Est-ce qu'elles devraient émettre des recommandations de bonnes pratiques, peut-être, à l'usage de ces chercheurs qui souhaitent plus s'engager dans le débat public? Est-ce qu'elles devraient défendre ces chercheurs qui s'engagent et qui sont souvent critiqués, pas seulement par leurs collègues, hein, mais aussi par la société civile, les gens qui ont des opinions politiques opposées, les grandes industries, comme on l'a dit, etc., les lobbies? Ou est-ce que ces institutions devraient rester beaucoup plus en retrait, beaucoup plus neutres sur toutes ces questions-là? Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole sur la question des institutions. Alexandre Eby, peut-être? Alors, dans mon expérience, on s'est posé beaucoup de questions dans notre démarche après notre gros papier sur les néonicotinoïdes dans les miels. Et une question qui venait souvent du public était mais qu'en pense l'université, en fait, l'université de Neuchâtel qui héberge ces chercheurs qui ont pris position sur ces choses-là. Et pendant longtemps, on était dans le doute total. Pendant longtemps, on savait pas trop s'ils nous soutenaient, on savait pas trop s'ils étaient effrayés par nos prises de position. Et le seul élément de réponse qu'on a eu, c'était une super valorisation de notre étude dans un rapport annuel où on était en place d'honneur sur le rayonnement et sur la qualité de la recherche. Et là, on s'est dit, bon, on a de la liberté pour le faire. Et peut-être que ce que j'aurais voulu avoir, c'est une sorte de, pas un mode d'emploi, mais une sorte de ligne directrice de l'université qui dit, ben, on peut vous soutenir à condition que votre recherche soit scientifiquement bien faite, à condition que vos méthodes soient rigoureuses, etc. Je pense que j'aurais bien aimé avoir une sorte de soutien, une sorte de prise de position de l'université. Et là, on se rend compte qu'il y a eu des soutiens, il y a eu des soutiens de chercheurs à des mouvements comme Extinction Rebellion. On se rend compte que les autorités universitaires commencent à se poser la question. Donc, je trouve intéressant qu'elles commencent à le faire et je trouverais intéressant que le monde universitaire, que la hiérarchie, que les rectorats consultent un peu largement et ne prennent pas position au nom du rectorat par rapport à cet engagement, mais qu'il y ait une véritable consultation auprès des chercheurs impliqués et des chercheurs peut-être aussi moins impliqués sur ce genre de sujet. Merci. Les autres, moi j'aurais presque envie de vous demander une sorte de petit tour de table final sur ce que vous pensez de cette question des institutions, quel est leur rôle dans ce débat-là, et qu'est-ce que vous, personnellement, vous en entendez, vous en attendez, pardon. Donc je ne sais pas qui aimerait commencer, Valérie Dacremont peut-être? Bon, je pense que le rôle de l'institution, c'est déjà de défendre ces chercheurs si les chercheurs sont menacés, concrètement menacés. Et d'ailleurs, cette menace n'a pas forcément de lien avec un militantisme. Elle peut venir simplement parce qu'un article polémique qui attaque, je ne sais pas, l'industrie du tabac, par exemple, est publié et du coup, le chercheur est menacé. Et là, il y a eu des positionnements, heureusement, de nos institutions de dire c'est pas acceptable que nos chercheurs soient attaqués. Et ça c'est au-delà du militantisme d'ailleurs, et donc ça doit s'appliquer aux deux. En plus, je pense un soin aussi que ceux qui décident d'avoir le courage ou qui sentent pas d'autres possibilités que de vouloir militer puissent être entendus et pas prétérités dans leur emploi, dans une pérennisation de leur poste, par exemple. Là, je pense qu'il y a un rôle et un positionnement clair que l'université doit faire. Parce que c'est vrai que la remarque avait été donnée avant, quand on a déjà une position académique bien établie, c'est vrai qu'on sent tout de suite qu'on est beaucoup plus protégé. Mais pour des gens plus jeunes ou moins avancés dans leur carrière, il faut absolument qu'ils sentent que ça va n'avoir aucun impact sur leur développement, pour autant qu'ils suivent les méthodes scientifiques qu'on essaye de leur enseigner et qu'on doit absolument continuer à leur enseigner. Merci. Oriane Sarrazin, vous voulez dire un mot là-dessus? Qu'est-ce que vous attendez des institutions scientifiques en tant que chercheuse engagée? Je crois que mes deux collègues de gauche ont parfaitement résumé la situation. Je ne sais pas trop quoi dire de plus, mais effectivement, je vois tout au long de mon parcours, quand on commence et qu'on ne sait pas ce qu'on va faire 6 mois plus tard, qu'on cumule 3-4 contrats, on va peut-être moins oser dire quelque chose. Et en fait, ce qui est surprenant, c'est l'absence de structure. On se fait beaucoup, et c'est extrêmement variable, en fait, même au sein de la même faculté, à travers les différents instituts. On le voit très bien au conseil de faculté, où il y a des positions, des modes de communication tellement différents. Et en fait,
il y a quasiment plus de non-verbal ou de non-écrit finalement sur la thématique. Et moi, c'est pour ça que j'ai été super contente quand on m'a invitée pour cette table ronde, parce que c'est une des premières fois où on mettait vraiment sur le tapis toutes ces questions. Et j'espère vraiment, en tout cas, que maintenant, les gens qui rentrent dans ce métier le premier jour du doctorat, je sais pas, qu'il y ait des présentations, qu'il y ait des explications, et pas qu'on doive un peu découvrir par soi-même en fait les limites. Merci. On a Luca Fumagalli qu'on va écouter là-dessus, puis sans oublier Joël Salomon-Cavin tout à l'heure qui est en ligne. Mais Luca, allez-y. Écoutez, je suis fondamentalement d'accord avec ce qui a été dit, donc je ne sais pas ce que je peux rajouter de très intelligent. Je dirais juste que en ce qui me concerne, je vous avoue que j'avais été un peu déçu du manque de soutien de l'université à mon égard quand il y a eu tout un tas d'attaques dans les réseaux sociaux et médias sur moi, avec des logos de l'université, des photos associées à ces attaques. J'avais été un peu surpris du manque, disons, d'intérêt de l'université par rapport à ça. J'avais contacté le service juridique pour voir s'il y avait quelque chose. Je voulais rien du tout, hein. Je cherchais pas quelque chose en particulier. Je voulais savoir si le service juridique pouvait prendre position sur un type de diffamation, par exemple. Il y avait le logo de l'Uni, hein, il y avait la photo, c'était un peu surprenant, mais j'ai eu l'impression que c'était plus embêtant, disons, de prendre position et de commencer une démarche. Plutôt que le contraire. Donc j'avais été un peu déçu, mais c'est vrai que ça serait pas mal d'avoir peut-être une ligne directrice, effectivement, comme disait M. Ebi au début, par rapport à ce que l'université veut, peut faire, etc. Bon, les temps changent aussi. Il faut dire que si on est là aujourd'hui et on parle de ces choses-là, on n'aurait pas parlé comme ça il y a 2 ans, on n'aurait pas parlé comme ça il y a 5 ans. Donc c'est vrai que les choses se mettent en place, sont en train de changer. Ces questions de militantisme, activisme, rôle du chercheur dans le débat public, etc., évolue constamment. Et c'est aussi quelque chose d'intéressant. Merci. Joël, peut-être d'abord, si vous êtes encore avec nous en ligne. Oui, alors, juste activer le micro. Voilà, il faut que j'active mon son. Oui, j'ai pas grand-chose à rajouter dans le sens où beaucoup de choses fondamentales viennent d'être dites. Je trouve que l'expérience d'Alexandre Ebi et aussi de Monsieur Fumagalli montre bien que l'université doit être là aussi pour accompagner et défendre ces chercheurs et pas les laisser seuls finalement face à des attaques d'autres chercheurs et aussi médiatiques parce que ça peut être assez violent en fait. Ce que je voulais dire, c'est que je salue en fait l'initiative de l'université de faire cette réflexion sur l'engagement. Je trouve, dans ma faculté, la faculté des géosciences, elle est fondamentale aussi, cette réflexion, tant maintenant se développent finalement les sujets qui engagent tous les chercheurs, réchauffement climatique, épuisement des ressources, pollution des sols et des eaux, pauvreté, étalement urbain, ou je sais pas, au recul des glaciers. Ce que je veux dire, c'est qu'on a de plus en plus de thèmes qui engagent et que la réflexion sur l'engagement du chercheur et la manière dont l'institution peut accompagner cela est très importante en fait. Et puis aussi des réflexions, toutes les réflexions éthiques qui doivent être menées. Voilà. Merci. J'en profite avant de passer la parole à Jérôme Goudet pour le mot de la fin. On parlait de questions éthiques et puis Sacha Nick nous fait en ligne une remarque en disant qu'en tant que scientifiques qui comprenons l'implication des résultats, n'avons-nous pas l'obligation morale de prendre une position engagée? Le rôle de simple observateur de la destruction systématique du vivant me semble difficile à tenir, une position neutre, difficile à justifier. Donc de nouveau, ici, l'idée d'une certaine forme de devoir éthique de la part de la recherche. Et Alain Kaufmann, qui revient sur la question de Gaia Barazzetti, toujours à propos d'éthique, est-ce que la science n'est pas là pour servir le bien commun et le chercheur qui s'engage est au service de cet idéal de bien commun, pose la question,
comment définir le bien commun et qui le définit dans le contexte de la pratique scientifique. Alors, je pense que c'est malheureusement une question à laquelle on ne va pas pouvoir répondre aujourd'hui, qui ouvre une boîte de Pandore pleine de questions et de difficultés, mais je pense que c'était quand même un point assez important pour rebondir sur la notion d'éthique du chercheur. Alors terminons juste notre tour de table à propos des institutions. Jérôme Goudet, qu'est-ce que vous attendriez d'une institution scientifique comme l'UNIL? Et puis peut-être aussi, vous qui avez insisté pas mal sur la nécessité de bien séparer ce qui est de l'ordre des résultats de la science et de ce qui est de l'ordre plutôt des opinions personnelles politiques et d'avoir une certaine transparence sur le statut qu'on a au moment où on parle, est-ce que peut-être émettre des recommandations de bonnes pratiques serait une bonne idée à l'échelle d'une institution? Alors oui, c'est un des aspects qui n'a pas été discuté. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit avant sur le soutien aux chercheurs, quand en particulier ils sont vilipendés dans les médias ou par d'autres moyens. Un point qui n'a pas été abordé, c'est l'image que donne l'université à l'extérieur. Le type de thématique qu'elle va aborder par ses conférences publiques, par ce type de choses. Et moi, là, à nouveau, il me semble important que une certaine objectivité dans l'exposition des faits soit présentée. C'est une discussion qu'on a eue récemment. Sur des thématiques qui peuvent être clivantes, ce serait bien d'avoir un débat plutôt qu'une série de conférences où les personnes donnent leur avis et il n'y a pas tellement de questionnement qui vient derrière. Donc ça, c'est peut-être une chose qui me semblerait bien dans le futur, dans ces conférences publiques ou ces débats publics. Merci beaucoup. Eh bien, je crois qu'on arrive gentiment au bout de cette table ronde. J'aimerais tout d'abord remercier nos panélistes qui ont accepté de jouer le jeu de ce format un peu hybride et un petit peu particulier, à moitié à l'UNIL, à moitié sur Zoom, et puis de venir partager leurs expériences et leurs réflexions avec nous sur ces questions d'engagement. On a quelques commentaires d'ailleurs positifs dans le chat, qui vous félicite pour vos commentaires et puis pour les thématiques abordées. Et puis j'aimerais aussi remercier chaleureusement David Monti et Yannick Meyer, nos deux techniciens vidéastes qui nous ont permis de réaliser cette table ronde en ligne. Et puis aussi Sarah Schmidt, Robin Séchaud et Nadia Egert pour toute l'organisation de l'événement, qui ont planché là-dessus depuis plusieurs mois en fait. Et cet événement, comme je l'ai dit au début, a été enregistré et sera disponible d'ici quelques jours probablement sur UNIL TV, la chaîne YouTube de l'Université de Lausanne. En tout cas, je remercie aussi au public qui est resté assez constant tout au long de ces 2 heures. Ça a oscillé entre 50 et 60 participants. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt, j'espère. Ce n'est que le début des réflexions sur ces questions d'engagement. Donc, il y a d'autres événements certainement qui seront organisés à l'avenir. Merci, bonne soirée.